famille africaine, de la famille camerounaise, il était pour moi donc plus pertinent de partager avec les uns et les autres cette histoire, cette actualité en fait, parce que ça date de 71 certes, mais en fait c'est totalement contemporain, parce que les problèmes que Ernest Wangé combattait sont les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui, parce que le désir, la vision qu'il avait pour le Cameroun est exactement la même qu'on a aujourd'hui. Il n'y a donc aucune raison d'oublier Ernest Wangé, il n'y a donc aucune raison d'oublier le 15 janvier, et donc je me suis dit, comme des Camerounais se sont retrouvés à Bafoussam autour de la tombe d'Ernest Wangé pour commémorer ces instants, quoi de plus pertinent que de me joindre justement à cette grande fête, à cette grande messe, plutôt que de faire ça dans une logique enfin, plutôt que de faire cavalier seul sur la question. Donc voilà, tu as dit, Jeanne, que nous sommes les héritiers du combat de Oumniobé, que nous sommes les héritiers de cette grande histoire. J'ai envie de te dire qu'autant je me sens héritier, autant je ne me sens pas digne héritier. Je veux dire, on avait il y a quelques instants les filles de Oumniobé. Comment c'est possible que je parle là où les filles de Oumniobé ouvrent la bouche? C'est même pas envisageable. Comment c'est possible que je parle là où la fille de Monsieur Fossi s'exprime? En fait, nous sommes juste là parce qu'on a bien voulu qu'on soit là, mais il est clair que la dimension historique, politique, la dimension qu'ont ces gens, la dimension qu'ont ces personnalités, pour ce qu'ont fait leurs parents, pour ce qu'ont fait ces grands hommes pour notre pays, le poids historique que ces nobles dames portent, c'est quelque chose qui, je ne sais pas si nous étions les enfants de ces illustres individus, que nous aurions les épaules assez solides pour supporter déjà le souvenir des circonstances dans lesquelles on a perdu un si proche parent, le quotidien de la maltraitance politique, de l'acharnement politique de toutes les brigades, soit Aïdjo, la BMM, la brigade militaire mixte, ou sous Paul Biya, avec sa police politique, qui n'a pas, en tout cas dans une certaine mesure, une branche de la police au Cameroun, n'a pas changé son caractère qui était, voilà, analogue à celui de la BMM de Aïdjo, où le but n'est pas de protéger la population, le but c'est de traquer les oppositions, le but c'est d'intimider, en fait, les fils, les héritiers biologiques, les héritiers politiques de ceux qui ont porté un combat noble, susceptible aux yeux de ces gens-là de faire vaciller leur pouvoir. Donc, je ne sais pas si on aurait eu les côtes solides pour porter un combat comme celui-là, et évidemment c'est un grand honneur. Je n'étais pas disponible, mais je ne sais pas si j'avais été disponible quand ces grandes dames s'exprimaient, si j'aurais eu la force de dire quelque chose, je pense que j'aurais été en admiration permanente. Donc je me sens héritier du combat de Oumniobé, mais pas digne héritier, parce que je ne sais même pas si je peux donner ma vie, ou du moins donner ma vie avec une telle sérénité. Le peloton d'exécution qui tient Ernest Wangé en joue ce vendredi 15 janvier 71 est surpris. Ils ont l'habitude, et Mongo Betty en a parlé d'ailleurs, ils ont l'habitude d'avoir des gens apeurés, des gens tétanisés, des gens qui implorent la clémence, des gens qui sont à genoux et qui ne demandent qu'une chose, vivre. Et là, ils se retrouvent devant un individu de 47 ans qui les défie du regard et qui leur dit «Les amis, ne tremblez pas, tirez, n'ayez pas peur, ce n'est que moi. Faites ce qu'on vous a demandé de faire, appuyez sur la gâchette, ne vous en faites pas, je vais mourir. Donc c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que je suis là, donc faites votre travail.» La sérénité d'Ernest Wangé transparaît dans les photos que nous observons encore aujourd'hui. Vous tapez sa photo sur Google, vous voyez le personnage, il ressemble, enfin, il a la tête que j'ai quand je vais faire une course au supermarché. C'est quelqu'un qu'on va exécuter dans 3 minutes. Il est presque 16 heures. On va bientôt le mettre à mort. On l'a déjà mis en joue. Et il le regarde face caméra comme s'il disait sourire. Donc, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose de... On ne peut pas, quand on s'appelle Wilfried Ekanga, s'imaginer un jour qu'on est un digne héritier de Ernest Wangé. C'est impossible. Évidemment, je me réclame par contre héritier de sa volonté, de son combat. On va essayer de se rapprocher de lui. On veut vivre longtemps, comme disait Martin Luther King, ça c'est clair. On veut créer un monde de justice, on ne prend pas plaisir à se faire exécuter, ça c'est clair. Donc, on aspire, en tout cas au Cameroun, d'Ernest Wangé par notre approche politique. On se dit qu'avec la pédagogie, l'enseignement du droit, de la justice, le partage des connaissances politiques et de tout ce que nous avons reçu de notre parcours politique,
On espère qu'on va éduquer assez de personnes, parmi les 30 millions de Camerounais, pour atteindre la masse critique qui va permettre de faire plier ce gouvernement barbare de Yaoundé, sans la moindre effusion de sang. On a l'exemple il y a quelques jours de Maître Alice Sonkom, qui, à travers la force du droit, a fait vaciller le droit de la force. Et on se dit que si 30 millions de personnes ont la même connaissance de la loi fondamentale camerounaise, des règlements continentaux et des conventions internationales, même la plus puissante des armées ne pourra pas décocher le moindre tir. Donc c'est ça à quoi nous aspirons et c'est à ça que nous nous sentons héritiers du combat de Ernest Wangé et de tous ceux qui l'ont précédé et de tous ceux qui sont venus. Merci Wilfried. On revient vers toi de toutes les façons. Tu restes avec nous sur le panel. Tout à l'heure, Fotsing va retourner retrouver les filles de Oumniobé et la fille de Jacob Fossi. Et ce sera encore un moment de partage exceptionnel avec elle. Alors, on va donner la parole à... Je vois que Essama est passé en pause. Donc, fils du planteur. Oui, voici Mouli. Bonne année. Bonne année à toi. 3 minutes. Je ne sais pas si tu as une question à poser ou ou si tu veux que moi je sais pas, depuis quand tu t'es connecté. Si vous permettez, oui, si vous permettez pour le direct. Oui. Donc voilà la banderole que nous avons conçue pour l'occasion. C'est avec grande tristesse que je vous montre ce lieu. Je vais vous dire pourquoi. C'est une immense tristesse pour notre pays. Nous ne savons plus où il faut donner de la tête désormais. Parce que ce pays va de mal en pire chaque jour qui passe. De mal en pire, pardon, chaque jour qui passe. C'est extrêmement pénible pour moi de vous montrer ce lieu. Parce qu'en réalité, je me trouve ici, en face de la police judiciaire de Bafoussam. C'est l'immeuble qui est tout au fond là-bas que vous voyez. Et c'est ici même que le 15 janvier 1971, le camarade Émile a été fusillé à l'endroit où je me tiens. Et comme vous le constatez, le lieu, plutôt que d'être consacré comme un lieu sacré, comme une terre de pèlerinage, comme un endroit où les jeunes générations de Camerounais viendraient apprendre de leur histoire, comprendre que leurs devanciers, leurs pères, leurs parents ont eu le courage de se lever face à l'occupation, face à l'envahisseur pour dire non. Et c'est ici même qu'il a été lâchement assassiné. Et le lieu a vraisemblablement été vendu. Désormais, il y a un chantier qui s'y trouve. Il y a donc la construction d'une maison qui, sous quelques temps, va recouvrir complètement l'endroit où le sang du héros de la libération du Cameroun, Ernest Wangé, a coulé. C'est avec beaucoup de peine que je vous dis ça. Ce live est un live qui a fait couler des larmes à certains. J'ai vu pas mal de commentaires où les gens étaient en larmes. Ici, lorsqu'il y avait des témoignages ou la lecture du discours de Hilaire Kamga. Mais je peux vous dire que moi, c'est la partie de la journée qui m'attriste le plus. Je n'ai pas encore été autant triste depuis que j'ai entrepris ce voyage qui a été merveilleux. Wilfried, tu le disais tout à l'heure, tu n'imagines même pas prendre la parole là où les filles de Oumniobé sont. Tu peux imaginer simplement comment moi j'ai pu me sentir de me trouver en face des trois et qu'on me propose de prendre une siège. Je ne savais pas où je devais me mettre. J'avais l'impression que je devais passer en bas d'une chaussure ou quelque chose. Bref, j'ai cherché à fuir. Et elles m'ont dit non, viens ici, mon ami, tu t'assois là. Et donc, c'est très pénible de voir que la mémoire chez nous n'a aucun sens. Que ceux qui se sont battus pour que nous ayons le peu de liberté que nous avons encore aujourd'hui, qu'ils sont totalement ignorés, passés dans les oubliettes de l'officiel et même dans l'officieux. Il y a si peu de mobilisation et parfois une mobilisation si moribonde qu'on se demande si nous sommes véritablement un peuple sérieux et si nous sommes véritablement des dignes héritiers, comme Wilfried le disait, de ces devanciers-là. C'est pénible, mais je pense que de notre côté, nous avons fait notre part. Horus Media a fait sa part. Moi, ça fait 48 heures que j'ai pas dormi. J'ai pas fermé l'œil depuis hier matin que je me suis réveillé. Ça fait et peut-être même plus. Et donc, ça me peine véritablement de voir que il n'y a aucune indication, il n'y a rien qui marque le lieu, qui indique que c'est ici que ce fatidique 15 janvier, l'exécution d'Ernest Wangé a eu lieu. C'est vraiment dommage que ceux qui dirigent le Cameroun actuellement en soient arrivés à un point de décrépitude où même la petite once de conscience qu'il faut y avoir
a foutu le camp et où désormais nous nous retrouvons dans des situations où on se demande véritablement s'il n'est pas temps, peut-être que avant même les élections, que quelque chose permette au Cameroun de retrouver un sens de dignité, un sens de nation, parce que c'est effectivement ce pourquoi les personnes que vous voyez sur l'image, la personne pardon que vous voyez sur l'image a donné sa vie. Si jeune, à 47 ans, il a choisi d'aller jusqu'au sacrifice suprême. Et j'étais en train de me délecter, moi, de l'explication de Wilfried, en attendant que vous reveniez là-dessus. Si des gens ont des questions, n'hésitez pas à les faire immédiatement. Et après, je partirai d'ici pour essayer probablement de retrouver les trois dames de fer, les trois dames de l'occasion. C'était aussi important de rappeler que c'était la première fois qu'elles se retrouvaient toutes les trois pour une commémoration. Donc c'était un jour particulier, ça montre bien que 2025 est une année particulière pour notre pays. Les choses s'alignent progressivement et je vais donc essayer de les retrouver sous peu. S'il y a des questions, je les prends. Mais qu'est-ce qui est inscrit sur la banderole, s'il te plaît? Tu pourrais nous lire? Sur la banderole, oui. Sur la banderole, on a écrit, mais ça se voit pas très bien, héros et martyrs en haut, et le nom Ernest Wandier, fusillé à Bafoussam, 15 janvier 1971, 15 janvier 2025, ça fait donc 54 ans déjà. Et vous voyez donc le sous-titre, jusqu'au sacrifice suprême pour l'unité et l'indépendance du Cameroun, justice et réparation, parce que les responsables de cette fusillade, surtout qu'entre-temps, il y a eu une loi de réhabilitation. Les responsables de cette fusillade devraient répondre de leurs actes, ce qui n'est pas encore le cas. Cameroun avec K, il faut le souligner. Parce que c'était ainsi que l'UPC écrivait Cameroun à l'époque. Merci Fotsing. On va donc, je ne sais pas si Essama veut prendre la parole avant. Toi, tu vas rejoindre les filles Oumniobe et tu remontes sur le panel. On fait comme ça? Je peux faire ça. Je vais essayer quand même d'être là. Si jamais il y a des questions, je pourrais répondre. Il n'y a pas de problème. Ouais. Tu vas juste te muter et on va écouter Essama, ensuite Planteur. Oui, je vais essayer de prendre la parole, mais je ne sais pas si vous me suivez. En fait, il y a beaucoup de bruit. Il y a vraiment beaucoup de bruit. Ah, c'est vrai. On n'entend pas. J'étais déjà dans le bus en retour pour Douala. D'accord. Oui. Je vais donc reprendre plus tard. On fait comme ça. Merci beaucoup. Fils du planteur. Oui, merci de me repasser la parole. Je suis vraiment ému, hein, et je vais pas mentir. L'histoire de notre pays, toujours, ça chatouille, parce que quand on connaît l'histoire de l'Afrique, le Cameroun en a contribué pour une bonne part. Et ceux qui ont représenté le Cameroun dans cette échelle-là, ce sont nos héros nationaux tels que Oumniobe, Wandier, Moumie, Osende Afana, Ougli Massaga et bien d'autres. Donc, pour ma part, ce sont des moments très durs et très émouvants. Parce que quand on est Camerounais et qu'on a juste un peu la décence d'aimer la justice, d'aimer l'équitabilité, d'aimer la paix, d'aimer, en gros, le pays, la patrie, on ne peut qu'être choqué devant toute cette horreur qui s'est abattue ce jour de 15 janvier 1971 sur nos parents. Et parfois on se pose la question de savoir qui ont vraiment tenu la calache pour tirer. Parfois je me pose la question, les militaires là, comment ils s'appelaient ces gens-là? Ont-ils eu le courage? Est-ce que c'était vraiment les Camerounais? Est-ce que des supplétifs? Est-ce que des Français? Il faut situer déjà. Et après avoir posé la question, qui sont ceux-là? J'aimerais interroger leurs enfants pour leur demander comment vous vous sentez sur le travail de votre papa? Qu'est-ce que vous avez à dire, même si... Donc, comment vous vous sentez après l'œuvre? Oui, il a exécuté un autre. Oui, mais comment vous vous sentez? Êtes-vous fier je sais pas, en fait. C'est pas pour juger, mais c'est pour comprendre l'état d'esprit qui les anime. C'est pour comprendre si eux, ils voient le Cameroun comme nous aussi nous voyons. C'est pour comprendre s'ils acceptent l'histoire ou s'ils comprennent l'histoire comme nous comprenons l'histoire. C'est pour savoir si eux, ils portent fièrement le nom de leur papa.
comme nous portons aussi le nom de nos parents. Comme les filles de Oumniobé portent le nom de leur papa. J'aimerais vraiment leur poser la question, savoir dans quel état d'esprit ils se trouvent. Parce qu'il y a des actes qu'on fait pour une journée, mais on marque le monde entier pour toujours. Parce que dans l'histoire, on parlera du juge, oui, mais c'est celui qui a surtout tenu la calache. Ça apparente devant moi, je dis pour moi, bon, peut-être tout le monde, d'autres vont s'attarder sur le juge, d'autres vont s'attarder, mais celui qui a tenu l'âme, qui a eu le courage vraiment de dégainer, c'est lui-là que je veux vraiment comprendre ce qu'il pense, ou ce que sa descendance pense. Et voir si ces enfants, s'ils arrivent là, au lieu de service de leurs parents, qu'est-ce qui se passera dans leur tête? Qu'est-ce qui se passera dans leur vie, dans leur pensée, dans leur mémoire? Je veux comprendre. Mais nous sommes en 2025. Malheureusement, ces gens, je suis sûr que je n'aurai pas de réponse de suite, à moins que le vent tourne positivement à l'élection présidentielle de d'octobre, pour qu'on fasse une réconciliation où les gens viendront témoigner pour dire la vérité de ce qui s'est passé et ce qu'ils ont senti. Et demander pardon. Parce que l'histoire du Cameroun avec l'UPC, c'est une histoire très dramatique. Donc, nous ne pouvons en tirer que l'enseignement suprême que ces gens nous ont appris, les pères de l'indépendance nous ont appris. Parfois, la mort vaut mieux que la vie parce que ils nous ont montré, en mourant tête haute, ils sont restés à jamais vivants dans nos cœurs, à jamais vivants dans notre nation, à jamais vivants dans notre esprit. Pourtant, le colon croyait, ou les suppôts croyaient les éliminer. Mais à tout jamais, ils sont restés à tout jamais dans notre nation. Gravés comme dans du marbre. Personne ne pourra effacer. Tant qu'on parlera du Cameroun, tant qu'on parlera de la liberté du Cameroun, ces symboles apparaîtront inébranlablement comme ceux-là qui nous ont donné tout ce que nous voulons aujourd'hui. Et même dans nos prières, même dans nos pensées, même quand on pleure, nous sommes opprimés par la dictature. Tout le monde voit Oumniobé, voit Moumié, voit Wandje, voit Osende, voit Ougli comme le Dieu, comme le Jésus, comme le du Cameroun. On dit toujours que si nos parents avaient libéré le Cameroun, on ne serait pas là. Merci, fils du planté. Merci beaucoup. On va passer la parole à toi. Monsieur Toukene. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour au panel. Bonjour. Bonjour à mes chers compatriotes. Bonjour à toute la diaspora camerounaise partout dans le monde entier. Bonjour au peuple camerounais souverain. Bonjour au Cameroun qui nous écoute cet après-midi. Ça veut vraiment un pincement de cœur que je m'exprime sur votre panel parce que ce date du 15 janvier 2025 qui nous rappelle la date du 15 janvier 1971 avec la mort d'un héros national, Monsieur Ernest Wandje, qui a donné sa vie pour notre cher pays, le Cameroun. Et nous ne pouvons qu'être fiers, nous ne pouvons que saluer sa mémoire et demander au Seigneur de l'accueillir, de le recevoir auprès de lui, pour qu'il puisse reposer en paix. Parce que moi j'ai dit, un individu, un citoyen qui meurt pour son pays dort dans la liberté. Un citoyen qui donne sa vie pour son pays, il dort libre. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui veut dire, tu peux être vivant, mais tu n'es pas libre. On te voit tous les jours, tu te balades, tu montes, tu vas au travail, tu es marié, tu as les gamins, et tu as un dictateur de 42 ans qui t'empêche de vivre ta vie normalement. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu es le prisonnier de Plancton. Donc tu es comme un prisonnier de Plancton. Et je ne peux pas accepter en 2025 qu'il y a un individu qui nous a gouverné pendant 42 ans et qu'aujourd'hui encore nous réfléchissons comment est-ce que nous pouvons faire pour nous en sortir. Pourtant nous avons les exemples palpables. Nous avons les exemples terre à terre.
nous avons Ernest Ouangé, nous avons Omniobé. Madame, je vous dis, je vous donne un nom aujourd'hui qui concerne l'histoire du Cameroun. T'appelles le nom Daniel Kemajou, le premier chef Bazou. C'est ce monsieur qui devait être le tout premier président camerounais à la place de Ahidjo. Sauf qu'à l'ONU, aux Nations Unies, il n'avait pas baissé les chenilles. Aux Nations Unies, il avait refusé les propositions qu'on lui donnait, qu'on lui proposait là-bas aux Nations Unies. Il a dit, je garde ma dignité que d'accepter ce que vous êtes en train de me proposer pour après, pour après avoir le dessus sur moi, pour après me dicter comment est-ce que je vais marcher. Il avait dit non. Je suis petit-fils, je suis descendant de Kemajou Daniel. Je suis descendant de papa Kemajou Daniel. Ce qui veut dire quoi? Kemajou Daniel a été un résistant camerounais. Il n'avait pas baissé la chenille. Donc, ce qui veut dire, madame, en 2025, j'ai dit que tout Camerounais donne tout ce qu'il a dans le ventre pour la libération de notre cher et beau pays. Et déjà moi... On vous laisse 30 secondes pour aller au bout de votre propos, s'il vous plaît. Oui. Et du coup, madame, chaque jour, j'ai réfléchi, je pense. Avant le 31 décembre 2024, j'ai lancé le boycott du discours de Paul Biya. Qu'est-ce que vous pensez de l'événement que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, qui est le 54e anniversaire du décès d'Ernest Ouangé? Est-ce que vous avez suivi le live dès le départ? Non, j'ai pas suivi. Avec les images. Voilà. J'ai pas suivi. Mais je suis au courant que le monsieur Sinjou, il pense que c'est lui, c'est son nom. Le papa qui est là. Non, le papa qui est là Bafoussam pour la commémoration, la cérémonie là. Je ne sais pas de qui vous parlez. Je ne sais pas. Le monsieur que vous dites, il était à l'interview tout à l'heure là. Monsieur Fotsing? Monsieur Fotsing, voilà. Je suis au courant voilà. il devait Donc c'est vos impressions qu'on aimerait avoir sur cet événement-là. Non, mon impression, je ne peux que saluer, je ne peux que dire, il va falloir qu'on le fasse chaque année. Que tout Camerounais qui peut se déplacer, aille là-bas se ressourcer pour demander, pour leur dire un grand merci. Merci à vous. Il va falloir que nous aussi, on essaie de comprendre que nous pouvons aussi donner nos vies pour libérer notre pays. Tant qu'on ne le comprendra pas, Paul Biya va pour... Merci. On va vous faire descendre. On va repasser la parole à notre invité, Wilfried Ekanga. Et Fotsing continuera le reportage. Merci. Wilfried? C'est bon là? C'est bon, tu m'entends? On t'entend, parfait. On t'entend. Oui, je disais, il serait important d'afficher le thème, parce que si tu n'affiches pas le thème et que tu fais monter les gens, bah, ils vont oublier de quoi il est question et ils parleront des élections de 2025. Ce n'est pas totalement hors de propos, mais il est important. Non, absolument. J'ai vu ton commentaire. Mais j'aurais pu afficher le thème quand j'ai ouvert le live, sauf que j'ai ouvert le live en catastrophe. Je venais d'entrer chez moi. Dans la rubrique amélioration. Je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut, sinon les modos peuvent le faire peut-être, mais je ne l'ai pas. Oui. Il y a une sorte d'icône en forme de stylo, tout en bas. Je ne sais pas comment ça s'affiche chez toi, mais... Je ne l'ai pas, justement. J'ai essayé, je ne l'ai pas. Ah, d'accord. Ou alors, à chaque fois que quelqu'un... Attends. Attends. Amélioration. Je vois là. Ensuite... On va te proposer des stickers ou quelque chose. Vous êtes dans stickers? Oui, tu sélectionnes l'un d'eux et tu peux écrire à l'intérieur du sticker le thème. Aucun sticker ne s'affiche. Bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà. L'alternative serait, à chaque fois que quelqu'un intervient, de lui rappeler la thématique du jour. Justement, c'est ce que je fais que j'ai fait pour beaucoup. J'ai fait un petit résumé et voilà, on peut pas éviter qu'il y en ait qui se perdent un peu, malheureusement. Oui, et parfois ce ne sera pas de leur faute vu que quand il n'y a pas de thème, ils vont se dire c'est un panel conventionnel ou absolument. Les élections 2025, donc ce n'est pas toujours dû à leur absolument. Si Emma Rose peut mettre le thème en commentaire et l'épingler,
ce serait bien. Oui. Moi, j'ai Donc, essayé, mais je n'ai pas pu. par rapport à ce que Footing venait de dire, ce qu'il venait de nous faire constater, évidemment, on a tous ces douleurs-là. Ça fait plus mal que la mort d'Ernest Wangé en elle-même. Le fait que le lieu où il a été exécuté ne soit pas reconnu. Le pire, c'est que Paul Biya était à quelques pas des quais de Seine pour les Jeux Olympiques de 2024, non loin de la place de la Concorde, qui est une place officielle historique de Paris, où on a exécuté de grandes figures comme Marie-Antoinette, Olympe de Gouges, Robespierre, ou encore Louis XVI. En fait, les grandes places dans les capitales que nos élites politiques arpentent, justement, les principales artères de la ville sont au nom soit de martyrs, soit de héros tombés au combat, soit de personnalités politiques importantes. Comment est-il possible qu'au Cameroun, en 2025, à l'endroit même où Ernest Wangé a perdu la vie, il y ait un bâtiment en construction? Comment est-il possible qu'un lieu de recueillement politique, un endroit historique comme il y en a peu au Cameroun, devienne une place de mercantilisme où on spécule sur l'immobilier? Comment c'est envisageable? C'est quoi ce pays qu'est le Cameroun? C'est l'une des raisons pour lesquelles finalement nous nous sommes engagés en politique, et c'est pour ça que je disais, même si on n'est pas les dignes héritiers de Ernest Wangé, on est quand même ses héritiers parce que nous poursuivons un combat où on va magnifier le thème a été affiché, finalement Mais c'est bon, pire. les stickers se sont affichés et finalement, j'ai mis. Oui, permets-moi de brancher mon appareil. Et voilà, j'étais en train de dire comment est-il possible donc dans un pays comme le Cameroun, un endroit comme celui-là qui revêt une telle importance historique. Est-ce qu'on peut déplacer un peu le sticker, sinon ça ne sert à rien que je sois en vidéo. On peut les descendre un peu, ou je sais pas, peut-être le mettre Pour une fois d'ailleurs que tu gratifies le public d'une vidéo. ils l'ont supprimé, ils l'ont littéralement supprimé. En fait, il fallait juste le descendre. On peut le descendre en le bougeant du doigt, c'est très facile. Tu poses le doigt sur l'écran, tu le fais descendre entre le cou de Jeanne et le sommet de la tête de Fautine. Ça devrait y aller, ça ne cachera personne. Donc, Jeanne, on ne t'entend plus. Petit souci logistique. Ce n'est pas facile, hein. La nouvelle technologie. 32 égale à 500. Tu as la parole, Wilfried, donc tu peux y aller. Oui, en fait, j'étais en train de dire, comme tu l'as dit, Footing, c'est blessant, en fait, quand tu te rends sur l'endroit même où Ernest Wangé a été exécuté, et tu constates que cet endroit est transformé en place de spéculation immobilière. On construit des maisons, on s'enrichit sur un endroit, en fait, qui devrait y appartenir au domaine public, un endroit où les Camerounais devraient se recueillir, un endroit qui, si on veut même se faire de l'argent, devrait y assurer des rentrées financières en matière de tourisme au Cameroun en attirant les étrangers. Ici a été exécuté Ernest Wangé, on aurait appelé sa place de libération à Bafoussam. Parce que quand l'avion militaire dépose le camarade Émile à Koutaba avec les deux autres, Monsieur Gabriel Monsieur Gabriel Tabe alias Wambo le Courant, ou le jeune Footing Raphaël, c'est peut-être ton grand-père, hein, Footing, je ne sais pas. En tout cas, quand il... De toutes les façons, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Oui. Quand le contingent militaire les amène dans la banlieue de Bafoussam, Ernest Wangé, il a le regard de quelqu'un qui part en balade regarder un film au cinéma. Une telle vaillance, je ne sais pas si dans l'histoire du Cameroun, on a eu quelqu'un qui est mort avec une telle sérénité, un tel calme d'esprit, une telle assurance, une telle tranquillité. Je ne sais pas, il y en a pas un. Enfin, de mémoire politique de Camerounais, je n'en trouve pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il faut immortaliser, qu'il faut inscrire dans les dalles de pierre de l'histoire du Cameroun, et on devrait, à l'endroit même où il était exécuté, raconter cette histoire. On devrait dire, regardez, comment dire, quand on va à l'église, dans la Bible, on nous raconte comment, au moment de mourir, le capitaine romain qui surveillait l'exécution de Jésus et de ses deux co-accusés, il avait vu au cours de sa vie beaucoup d'hommes mourir crucifiés, mais il n'avait jamais vu mourir quelqu'un comme ça. C'est une très belle histoire, sauf que Jésus est israélien. On a une histoire similaire qui est authentique, qui ne demande même pas d'avoir la foi, parce que c'est l'histoire, elle s'est déroulée telle qu'elle. Elle ne demande pas qu'on y croit ou pas, c'est un fait.
et on est incapable de la raconter. Dans les pays européens où nous baladons, à tout coin de rue, on trouve une stèle, une épitaphe, un monument où on nous raconte un peu les circonstances de la mort d'un individu. On nous dit, c'est ici que Maximilien de Robespierre a été fusillé, a été décapité, c'est ici que Louis XVI a perdu sa tête, c'est ici que, voilà, et etc., etc. Nous, au Cameroun, on pourrait y avoir la même stèle, entourée de fleurs, entourée d'une clôture, entourée, en fait, un endroit réellement décoré, justement par l'argent du contribuable camerounais. C'est un bon moyen de dépenser l'argent du contribuable, de raconter à nos petits-enfants une histoire qui va leur donner l'impression que les super-héros sont réels. Parce que l'histoire, elle est réelle. La photo de Ernest Wendier, elle n'est pas fabriquée. En plus, il y en a plusieurs. On leur dira, cet homme-là, il est 16 heures, on est vendredi 15 janvier 71, on lui dit, avancez-vous, monsieur Ernest, et mettez-vous au niveau du poteau du peloton d'exécution. Je vous rappelle que Maurice Kamto, justement, je crois que Footing l'a dit, j'ai pu écouter un petit extrait quand tu parlais, a assisté à l'exécution d'Ernest Wendier. Il raconte, il était au lycée classique de Bafoussam. Et comme la colline où se situait le lycée et les arbres avoisinants surplombaient la zone, la petite plaine, la petite vallée où l'exécution se déroulait, il a pu grimper à un arbre et voir le camarade Émile tomber en live. Et il dit qu'il a été secoué, déjà, il a été évidemment apeuré par quelque chose qui n'est pas quotidien pour un jeune élève. Il a été en même temps bluffé par la tranquillité avec laquelle un individu tombe. Il dit d'abord que bon, on ne connaissait pas à l'époque qui était Ernest Wendier, mais on voyait très bien que parmi les 3 hommes qui s'avançaient vers le peloton d'exécution, c'était le leader. Il était grand, il était habillé en noir, il était d'une sérénité. En fait, il avait un visage différent, il avait un regard, et ça se voit même dans les images. Vous voyez Wambo le courant, qui finalement est on va dire, en coupure d'électricité devant le peloton d'exécution. Il regarde vers le bas, il ne regrette pas de s'être engagé, c'est clair. Mais il se dit, si seulement j'avais pu leur échapper, il y avait moyen de contourner ces gens qui nous ont capturés. Il refait le fil de leur capture quelques mois plus tôt. Le jeune Gabriel Footing, évidemment, lui aussi se dit, je meurs si vite, j'aurais bien aimé vivre longtemps, Mais quand vous regardez Ernest Wendier, limite, il est en train de dire, au fait, c'est quoi le score du match d'hier? Le Real a gagné ou pas? C'est le regard, c'est ce que dit son regard. Quelqu'un qui va mourir dans quelques instants, c'est une image forte. Nous avons, en Allemagne, il y a une émission qui passait souvent dans les médias où on intitulait Tage die die Welt bewegten, les journées, les événements qui ont secoué le monde, ou de temps en temps on mettait Bilder die die Welt bewegten, les images qui ont ébranlé le monde. Nous aurions pu y avoir, nous devrions avoir le même type d'histoire. On a pris, vous avez une influenceuse Muriel Blanche, dont la CRTV a célébré l'anniversaire. Je sais pas comment, l'argent du contribuable de la redevance audiovisuelle est utilisé pour faire dérouler le tapis rouge à, je sais pas, une actrice de cinéma ou que sais-je. Cet argent aurait pu être utilisé pour une émission qui fait la compilation des images et des journées qui ont ébranlé le Cameroun. Le 15 janvier 71, on fait une émission dessus. La photo d'Ernest Wendier à elle seule fait l'objet de toute une émission, on fait une sociologie dessus, on dit comment, face à la mort, peut-on être aussi serein? Limite, c'est ceux qui devaient le mettre en jeu qui tremblait au point où un officier français, après qu'Ernest Wendier soit tombé, est revenu, s'est penché à nouveau sur son corps et a tiré à nouveau. Comme s'il craignait que, mais cet individu, la tranquillité avec laquelle je l'ai vu tomber, il est possible que malgré les balles qu'il a reçues, il se relève et il dise coucou. Donc tellement l'armée qui était chargée de faire le travail était paniqué, tellement Ernest Wendier dans les propositions de recours qu'on lui a demandé, où on lui a envoyé des messages de Aïdjo en disant que bon, si tu renonces à ton combat, éventuellement, il est possible qu'il y ait un recours en grâce à ton égard. De toute façon, parmi les 26 co-accusés qui étaient avec toi, il n'y a que 3 qui ont été finalement condamnés à mort. Beaucoup ont été, la peine a été commuée en prison à perpétuité. Il y en a qui ont été libérés. Il y a Monseigneur Ndogmo qui, à la faveur d'une intervention du Saint-Siège, a vu sa condamnation à mort transformée en exil au Canada. Et voilà, condamnation, on va dire, à demeurer hors du pays jusqu'à sa mort en 95. Toi, Ernest Wendier, on te propose également une porte de sortie. Donc, tu as le choix, tu as la possibilité de ne pas mourir. Et c'est Ernest Wendier, lui, qui dit à ses messagers, allez dire à Amadou Aïdjo que il ne doit pas trembler, il ne doit pas avoir peur.
la France, les réseaux de la France-Afrique, Jacques Faucard, le président Georges Pompidou, a ordonné qu'on trouve le moyen de m'abattre, donc qu'il ne tremble pas, qu'il n'essaye pas de se dérober, qu'il exécute le travail que le maître lui a demandé de faire sans trembler. Et tout comme le peloton d'exécution, le président du Cameroun se pose la question, mais qui est cet individu? Comment c'est possible que face à la mort, littéralement, il me défie? J'ai davantage peur de le tuer que lui n'a peur de mourir. C'est peut-être anodin, ça peut paraître anodin, mais imaginez-vous, resituez-vous dans le contexte, on vous dit, vous allez mourir actuellement, là, sur ma montre, il est 16h-2. On a exécuté Ernest Wangé environ 16h15, ce vendredi, 15 janvier, justement. Et on va vous exécuter dans 17 minutes. Et vous êtes là, je sais pas, imaginez, vous êtes là, vous allez mourir dans 17 minutes et vous êtes dans un live TikTok en train de parler avec une sérénité telle que celle que j'arbore. C'est ça la valeur d'un grand homme, c'est ça la profondeur d'un combat. Et Ernest Wangé savait qu'on allait se souvenir de lui et on allait oublier ce qu'il y a de la vie. Et Ernest Wangé savait que tout le monde va mourir, mais lui, il voulait choisir la manière dont il allait mourir. Il voulait mourir tout en devenant immortel. Il savait que si je vais en ligne droite, si je ne fais pas marche arrière, si je continue d'aller de l'avant et si je poursuis le combat que je me suis fixé, 40 ans, un demi-siècle plus tard, on parlera toujours de moi. Par contre, on ne saura même plus le nom de celui qui m'a tiré dessus. Lui, il va mourir pour de vrai. Moi, je serai éternel pour de vrai. Et la preuve, 54 ans plus tard, on parle d'Ernest Wangé comme s'il a été victime d'un accident de voiture ce matin et qu'il est à l'hôpital. Par contre, ceux qui l'ont mis en jeu, on n'a aucune idée de comment il s'appelle. C'est ça le combat africain, le combat pour laisser nos noms sur les tablettes de l'histoire. On va tous mourir. Maintenant, il faut choisir la manière dont on va mourir. Il faut choisir de mourir en ayant combattu la justice. C'est pour ça que dans les messages que Ernest Wangé envoie à ceux qui ont parlé avec lui quelque temps avant son décès, entre autres Monseigneur André Woking, il leur dit dites à ma femme et à mes enfants que je ne les ai jamais trahis. Et je pense que si on parle en 2025, 54 ans plus tard, c'est parce que l'histoire nous a montré que effectivement, il n'a jamais trahi son idéal. Et c'est en ce sens-là que nous poursuivons son héritage politique. Si tu me permets juste une petite parenthèse, ce n'est pas coutume de t'interrompre, mais je vais me permettre. Excusez les petits bruits que vous écoutez, parce que j'aurai une petite surprise encore pour vous. C'est décidément une journée pleine. Il y aura une petite surprise pour vous encore tout à l'heure. Mais avant de passer à cette surprise-là, je confirme que pour ceux qui veulent bien, essayez d'aller regarder les photos d'Ernest Wangé. Si vous tapez Ernest Wangé dans Google, vous tapez dans Images. Ce que vous voyez, c'est la figure d'un homme qui est presque en état de béatitude. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune inquiétude, aucune once de peur, ni aucun sentiment qui puisse se lire sur le visage. Si on peut voir sur les visages de ses compagnons d'infortune, Fotsing et Tabeu, même une très très légère, mais chez eux aussi c'est très peu perceptible, une très légère once d'inquiétude. Chez lui vraiment on a l'impression qu'il se donne en un shooting, se donne pour un shooting et que il s'apprête simplement lui à passer un moment de pure extase ou comme si il était en train d'inaugurer son étoile sur l'avenue des célébrités, là où il y a ce type de monument là. Et c'est particulièrement important de le souligner. Pour quelle raison? Parce que ça montre le degré de fierté, de dignité avec lesquels les nôtres ont affronté la machine de l'impérialisme. Ils n'ont pas courbé les chines. À aucun moment ils ne se sont dit je suis vaincu, je m'avoue vaincu, je baisse la tête, je suis avec le visage abattu et résigné. À aucun moment la résignation ne se lit sur son visage. Et c'est très curieux de noter que même pour ceux qui ont été assassinés lâchement, il n'y a eu à aucun moment où on a pu penser que les combattants de l'UPC étaient dans le désespoir. C'est-à-dire que ni Oumyobé, ni Moumié n'ont eu de phase dans leur parcours dans lesquelles on peut identifier une quelconque forme de résignation et de sentiment d'abandon. C'est surtout important de signaler que l'époque à laquelle ces personnalités-là se livrent volontairement pour sauver le Cameroun, c'est une époque où les cadres manquent encore.
les cadres pour gérer le Cameroun à la manière des pays occidentaux, c'est-à-dire des cadres d'administration comme sous le modèle occidental manquent encore. Ceux qui sont scolarisés sont très peu nombreux, ce qui fait que quand on a ne serait-ce qu'un diplôme du primaire, on est tout de suite promis à un bel avenir. Et la plupart d'entre eux étaient des diplômés, presque tous, pas la plupart, quasiment tous, et pas quasiment, ils étaient tous des diplômés. Tous auraient pu prétendre à un avenir paisible dans le système colonial ou néocolonial qui était naissant. Ils auraient pu aspirer simplement à une vie de jouissance pour profiter exactement comme les évolués de l'époque. Entendez par évoluer la théorie qui veut simplement que c'est ceux qui pensent avoir évolué et qui pensent avoir acquis les manières de fonctionner des colons, à savoir une éducation scolaire qui leur permette d'avoir un diplôme et d'accéder à un emploi et par là à un revenu, donc à un statut et à un standing dans la société. C'est cela que Amilcar Cabral et Frantz Fanon entendent par les évolués. Et ces évolués-là, c'était une catégorie dans laquelle tous les leaders de l'UPC auraient pu vouloir se réclamer, auraient pu vouloir se prétendre être membres parce qu'ils en avaient les capacités. Vous prenez par exemple Castor Osendiafana, c'est un docteur en économie. À l'époque, le tout premier, en tout cas d'Afrique subsaharienne, ce qui veut dire qu'il aurait pu prétendre travailler dans toutes les institutions nationales, y compris internationales, et avoir une carrière paisible. Il a quand même choisi d'aller dans le maquis et à aucun moment on ne montrera une image de Castor Osendiafana où il vous semble abattu, résigné et en train de dire pratiquement le colon il est trop fort, le régime néocolonial fantoche qui est en train de s'installer il est trop fort pour nous, nous sommes donc des hommes résignés. Autre élément important que cette journée nous enseigne, c'est que la plupart de ces leaders là, ou la quasi-totalité de ces leaders avaient une famille, ils avaient femmes et enfants. Malgré cela, ils ont choisi de laisser femmes et enfants et d'accepter de se sacrifier pour le Cameroun. Je vous invite à lire la dernière sortie du lundi de la semaine dernière du professeur Maurice Kamto sur justement le stade qu'on peut atteindre quand on est prêt, quand on a intégré qu'on peut mourir pour la patrie. C'est vraiment ce à quoi ça m'amène le plus. Et c'est la raison pour laquelle je pense toujours de plus en plus que nous ne nous sommes pas trompés. Parce qu'on a un leader qui n'a jamais montré un signe de faiblesse. Il a été transporté de Douala à Yaoundé dans des conditions inhumaines et abjectes. On a essayé de le torturer, de le brimer de toutes les manières, physiques et morales, avec la nudité et consorts. Malgré cela, à aucun moment, personne ne l'a jamais vu avec le visage de quelqu'un qui est déconfit, de quelqu'un qui est égaré, de quelqu'un qui est timoré, qui a peur. Et malgré tout ce qu'il a vécu, vous voyez qu'il a encore, avec le tact qu'il a, la possibilité de laisser le temps passer, parce qu'il pense que c'est le temps de la diplomatie, mais de monter le ton. Comme s'il n'avait jamais été en prison, comme s'il n'avait jamais été brimé, comme si on ne l'avait jamais mis devant les armes et les matraques, comme si on ne l'avait jamais transporté dans des conditions inhumaines, où lui-même il a témoigné qu'il a dû faire ses besoins sur lui. Il vous fait comprendre qu'il n'a même pas considéré que cela était un événement et qu'il est prêt à, plutôt qu'à avoir peur, à dire au régime, c'est vous qui devez avoir peur à présent. Moi, je vous dis que de tenter parce que vous avez essayé la dernière fois. Donc, le Cameroun a cette particularité de produire des hommes de grande facture, de hauts leaders. Et je suis, moi, particulièrement ravi d'être de ce pays-là. J'espère simplement, et je suis convaincu, que 2025, ce sera l'année de l'aboutissement de ces 3 générations dont le docteur Hilaire Kamga a parlé ici, de résistants qui ont fait en sorte que le Cameroun en 2025 accède à la véritable souveraineté, à la véritable indépendance et se débarrasse du régime néocolonial, l'un des régimes dictatoriaux les plus féroces qui existent en Afrique actuellement, pour pouvoir participer à l'essor de l'Afrique, parce que c'est aussi à cela que le MRC appelle. Quand nous disons, nous avons un idéal devant nous, c'est le panafricanisme, mais il s'agit d'un panafricanisme pragmatique. Je vous laisse pour le moment avec les lumières de Wilfried Ekanga et je vous ferai vivre un tout petit événement avant une dernière surprise à la fin de cette soirée. À tout de suite. Merci Fotsing. Alors, j'ai écrit dans le chat que nous allons observer une minute de silence dans 7 minutes à peu près, hein. Donc en attendant, Wilfried, est-ce que tu pourrais simplement, par rapport à l'histoire d'Ernest Ouandié, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, ou même pour rappel, est-ce que tu pourrais nous resituer un peu le contexte dans lequel Ernest Ouandié a été jusqu'à être contraint à l'exil
dans quel pays il a été exilé, et voilà. Un peu cette période-là. Qu'on revienne un peu dessus avant la minute de silence. Oui, alors c'est vrai que nous parlons surtout de l'assassinat d'Ernest Wangé et souvent un peu moins de sa vie ou de son parcours. À la base, c'est un académicien, l'un des premiers académiciens des années post-indépendance, parce qu'il est enseignant. Il est né en 1924 dans le Honkam, je crois que c'est dans l'arrondissement de Bana. Et voilà, il est le 5e enfant d'une famille de 7 enfants. Il est donc l'avant-avant-dernier. Et déjà son père aussi, il y avait eu maille à partie avec les forces coloniales. Son père avait subi parfois le courroux colonial, contraint de travailler dans les cacaoyères, les caféières coloniales, en guise de punition, comme il était d'usage dans ces pays-là pour un oui ou pour un non, quand on remarquait une attitude de dissidence à ton endroit. Et il naît donc à cette période, et en 1924, on est en plein dans la période du condominium franco-britannique. C'est-à-dire, les Allemands viennent d'être chassés il y a moins de 10 ans, et la Société des Nations qui était donc née du traité de paix de Versailles avait placé dans le Cameroun sous tutelle des deux puissances coloniales, un peu comme le Togo britannique également, qui avait été un protectorat allemand, le Schutzgebiet, et qui finalement était partagé entre la France et la Grande-Bretagne. Donc Ernest Wangé naît dans ce contexte-là où, dans sa famille déjà, il subit la coercition d'un pouvoir colonial qui considère les nègres comme une simple force ouvrière et qui ne vous laisse respirer que quand vous ne faites pas de vagues, quand vous ne vous agitez pas beaucoup, quand vous ne réclamez pas énormément de droits. Donc il va entrer à l'école publique dans les années 30, à l'école publique de Bafoussam. Et après, il va aller à l'école à Tchang, il va continuer son cycle primaire là-bas, avant de se retrouver à Yaoundé. Il avait obtenu son CPE là-bas, si vous voulez. Donc, il arrive à Yaoundé et il obtient ce qu'ils appellent le DMI, le diplôme de moniteur indigène. C'est-à-dire, tu as plus ou moins le droit d'enseigner, tu es le moniteur dans l'encadreur indigène, parce que bon, tu n'es pas civilisé comme les Occidentaux, tu n'es pas civilisé comme les Blancs. Donc, mais toi, le petit noir, tu as quand même eu la possibilité d'accéder à un peu de connaissances qui te permet de distiller. Et là, donc, il devient instituteur au début des années 40. Dans la foulée, il va rejoindre des mouvements syndicalistes parce que, à l'instar de Ernest Wangé dans la même période, à l'instar de Oumniobé dans la même période, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, c'est quelqu'un qui se bat pour l'égalité de droits, les droits des travailleurs, les droits des enseignants, les droits des femmes, en fait, qui ne supporte pas la manière dont le pouvoir colonial appréhende la chose camerounaise. Il se dit, ben, je n'ai rien contre les Blancs en termes de pigmentation, mais en termes de civilisation et de structure politique, je ne comprends pas comment ces gens viennent chez nous et se comportent comme s'ils étaient à la maison. Ils sont venus chez nous sans nous demander notre avis. Ils ont amené le canon. Voilà, enfin, je ne comprends pas. Certains même d'entre nous les ont aidés à combattre l'Allemagne, mais en contrepartie, ils sont en train de répéter sur nous ce que les Allemands ont fait quelques années à peine plus tôt contre Douala Mangabel, Adolphe Ngosodine, Martin-Paul Samba et tous ceux qui ont voulu un peu réclamer de la justice sociale pour les autochtones. Et là, on peut vraiment parler d'autochtones parce que ce n'est plus une affaire de tribus, c'est une affaire d'Africains qui se font écraser par des Européens venus sans invitation. Donc, il intègre ce qu'on va appeler l'USCC, l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, et c'est dans la foulée aussi qu'il va rejoindre l'UPC qui est créé donc en 1948 et dont Monsieur Ruben Oumniobé prend la tête plus tard. Les colons constatent immédiatement le caractère incontrôlable d'Ernest Wangé. Ils se disent, mais c'est qui cet individu-là qui... on a déjà des problèmes avec un certain Oumniobé. Là, il y a un deuxième larron, là, il commence à devenir de plus en plus nombreux. Il y a des Abel Kingé, en fait, dans la foulée, le nombre des dissidents augmente et le colon n'est pas très à l'aise avec ça. Il se dit, mais c'est un peu comme de la vermine qui se répand. On entend parler d'un certain Félix Moumier, un certain Ousseine Yafana, Abel Kingé, mais qui sont ces gens qui passent le temps à dire aux Camerounais que le pouvoir colonial doit partir. Et donc, les colons, pour, disperser les énergies ou déstabiliser l'engagement politique de Ernest Wangé, vont l'affecter un peu partout à travers le pays. À Batouri, à Edeya, à Domé, à Ayoko, bref, partout, à l'est, dans le littoral, à Douala. On l'amène ici, il revient, il y a Douala. En une dizaine d'années, en moins d'une dizaine d'années, en fait, il a été affecté à peu près 10 fois
en quelques années, en moins de 10 ans, il était affecté, c'est-à-dire, limite, il faisait un mois dans une école. C'est-à-dire, on l'a nommé, par exemple, directeur public, directeur d'une école publique à Douala New Bell, quelques mois à peine après qu'il ait été affecté à Tchan. Et c'est comme ça qu'on l'a baladé partout. Ah, monsieur Wangé, vous êtes affecté à Batouri. Parce que quand il commence à poser les jalons de l'UPC, quand il commence à convaincre les populations dans un endroit, le colon s'en rend compte et intervient pour empêcher. À l'époque, bon, l'UPC n'est pas encore entré dans le maquis, dans la lutte armée, dans la dissidence militaire, donc je vais pas dire qu'on la tolère, mais on la sous-estime encore. Et donc, on veut juste mettre en déroute ces gens-là qui commencent à parler un peu trop. Des individus bizarres comme Omniobé, comme Ernest Wangé, c'est qui ces gens-là? Faut les calmer, il faut qu'ils nous laissent un peu tranquilles. Parce que, à la base, nous, on veut dire aux Noirs que c'est nous les Blancs qui faisons la pluie et le beau temps et que la vérité vient de chez nous. Donc, on l'éloigne un peu comme ça, on l'amène un peu partout. On arrive donc au début des années 50 avec la revendication de l'UPC qui devient de plus en plus rude. On a un événement important à Messa, à Yaoundé, en mai 1955. Le pouvoir colonial a tué un jeune Camerounais, exactement comme les tueries des Noirs aux États-Unis, et dont les Camerounais se rassemblent à l'instigation de Omniobé, en tout cas des leaders de l'UPC de cette époque, parce que Ernest Wangé va devenir très vite un personnage influent à l'intérieur de l'UPC. Il va devenir littéralement, il va entrer dans le Politburo comme un co-dirigeant dans les années 55. Et dans les mêmes années 55, donc, il y a cet événement à Messa, Omniobé, Ernest Wangé s'est fait un nom, bref, quand on dit Omniobé, on dit Ernest Wangé, c'est le même individu, c'est le même combat, la même idéologie, la même fougue. Ernest Wangé s'est distingué, notamment dans les années 55, lors d'une communication sur le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Vous savez que la France avait ses bons dirigeants, Houphouët-Boigny, Léon-Mba, Léopold Sédar Senghor, des gens qui obéissaient au doigt et à l'œil. Et donc Senghor est chargé parce que l'UPC intègre le Rassemblement démocratique africain, qui a été créé en 46 par le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, et le Rassemblement démocratique africain perd peu à peu de sa substance et devient un instrument assujetti aux colons, ce qui crée des dissidents, des dissensions avec l'UPC qui considère désormais le RDA comme de la plaisanterie. On a dit qu'on luttait pour l'indépendance, et là vous êtes en train de nous expliquer que non, on doit tendre la main aux colons. C'est l'heure de la minute de silence. Voilà, on va faire notre petite minute de silence et tu continues. Ok? Entendu. Voilà, c'est parti. Merci à tous. Merci. J'imagine que je dois poursuivre. Exactement, tu peux y aller, Wilfried. Absolument. Oui, donc, j'étais en train de dire, donc, on est dans les années 50 où le RDA, qui devait rassembler les mouvements indépendantistes africains à l'initiative de Houphouët-Boigny, a perdu de sa superbe le jour où Paris a convaincu Houphouët-Boigny
d'abandonner le combat vertical, d'avoir un combat plus souple, et comme ça, en contrepartie, la France transformera Abidjan en petit Paris, et que la Côte d'Ivoire sera une réminiscence de la France en Afrique. En fait, quand vous regardez les dirigeants ivoiriens enfin, quelques-uns des dirigeants ivoiriens dont je ne vais pas citer le nom ici, vous comprenez 2-3 choses qui appartiennent d'ailleurs à des structures politiques et héritières des mouvements oufouettistes. Donc, Ernest Wangé, Oumniobé ne l'entendent pas de cette oreille-là. Pour eux, c'est une plaisanterie. Nous avons dit qu'on allait combattre la colonisation, et là, vous nous expliquez que la colonisation, bon, ça a aussi des bons côtés, il faut s'arrimer, il faut se ranger et tout. Donc, on envoie un certain Sédar Senghor casser les oreilles à des gens qui sont sérieux et qui veulent mener le combat contre l'impérialisme. Et donc, dans ses communications aux militants de l'UPC, Ernest Wangé leur dit de ne pas écouter les voix comme celle de Senghor, comme de Houphouët-Boigny, parce que c'est des voix qui perturbent le combat. C'est des gens qui ont vendu leur âme à l'ennemi, à l'adversaire. C'est des gens qui ne veulent pas voir l'Afrique émerger. C'est des gens qui s'opposent à d'autres nationalistes comme Sékou Touré, Modibo Keïta, tous ceux qui ont Kwame Nkrumah, tous ceux qui ont vraiment de l'envie d'indépendance. Excuse-moi vraiment de te couper cette fois, c'est pour la petite surprise que c'est vrai que tu étais dans ton mélange, je m'en excuse sincèrement. C'est pour la petite surprise que je vous ai promis. Il s'agit d'un festival culturel actuellement en cours à Bafoussam qui se tient tous les 2 ans. Il est très rare et très intéressant. Je vous invite donc à partager ce petit moment de détente avec nous. Ensuite, on continuera avec notre live, notre direct sur la figure d'Ernest Wangé. Donc, comme vous voyez, c'est un festival où des jeunes sont initiés. En général, c'est une initiation qui dure 9 jours, où ils doivent apprendre les codes pour passer de l'âge de garçon à l'âge d'homme. Et ça se solde par des danses, par un parcours de la ville avec des masques, comme vous pouvez le voir, avec des tenues qui sont assez folkloriques, une manière de danser aussi. Vous pouvez déceler pas mal de danses et beaucoup de styles, beaucoup de créativité et d'inventivité également dans les tenues, comme vous pouvez le constater. Et les jeunes passent ainsi donc de la vie d'adolescent à la vie d'adulte. Ce n'était pas l'objet, mais je vous fais profiter tout de même, vu que c'est assez rare comme événement. Je vous fais profiter de cela pendant 2 à 3 minutes et ensuite on continuera parce que l'essentiel de cette journée, c'est la commémoration des 54 ans de la disparition de notre héros nationaliste, le camarade Émile Ernest Wangé. Donc ça se déroule à la chefferie Bafoussam, la chefferie supérieure Bafoussam. Vous verrez de l'autre côté les arbres et les cases iconiques avec des toits pyramidales qui sont typiques de l'architecture de l'ouest du Cameroun. Vous verrez également les jeunes et les moins jeunes initiés Bafoussam qui dansent. Donc c'est ainsi qu'on passe de la vie de garçon à la vie d'adulte, qu'on devient un homme. Avant ça, on n'a pas le droit à la parole, on est juste là, on n'existe pas encore, jusqu'à ce qu'on passe par cette phase d'initiation qui est très très particulière, parce que pendant 9 jours, les jeunes enfants sont réunis tous ensemble, ils partagent les mêmes conditions, ils dorment à même le sol, ils mangent des repas très très sélectionnés, c'est des mets traditionnels à base de graines de courge, une forme de bar, ce qu'on appelle chez nous christians qui n'en est pas, et du couscous principalement, c'est cette alimentation-là, des légumes aussi. Puis ils apprennent des rites initiatiques, des épreuves, ils passent aussi par un certain nombre d'épreuves qui permettent de passer de la vie de garçon à la vie d'adulte. Et une fois qu'ils ont terminé ce processus-là, ils ont le droit de participer à cette réjouissance aussi, à cette fête, à cet événement. C'est une danse, malheureusement il y a beaucoup de poussière. Ce n'est pas la faute aux danseurs ni à la chefferie supérieure Bafoussam, c'est certainement la faute à ceux qui gèrent le style, qui n'ont pas encore mis cette nécessaire. Mais il y a un grand public de l'autre côté dans les tribunes qui vient assister à cet événement. Et ainsi, vous voyez également des jeunes de la ville qui sont tabassés pour venir observer les pas de danse. C'est assez agréable. Donc si vous êtes à Bafoussam, une année où ce festival se tient, n'hésitez pas à venir. Je pense que vous allez certainement vous délecter un petit peu. Il s'agit du festival Nian Nian.
pour le nom, pour ceux qui veulent savoir, c'est la culture Bafoussa. Donc l'Ouest du Cameroun, il y a un festival similaire à Palais également. Mais voilà, ce sont les deux peuples qui ont ce type de festival. Mais c'est un peu comme le carnaval. Hein. Si on vous montrait le carnaval à Rio de Janeiro, il y en a beaucoup qui seraient en extase. Et peut-être certains diraient, mais qu'est-ce que ça a à voir pour vous montrer un festival de ce type-là? Mais imaginez simplement que c'est le carnaval de Rio. Et je suis moi, en tout cas personnellement, ravi de pouvoir assister à cet événement-là. Ce que vous voyez arriver actuellement, il y a un monsieur qui les guide avec des bâtons, c'est l'initiateur. Et les tout jeunes, qui sont à peine en train de sortir de leur initiation, sont avec des feuilles sur la tête. C'est ce que vous voyez en train d'arriver. Il y en a des très jeunes et des moins jeunes. C'est de tout âge qu'on peut être initié. Et donc, vous les voyez, ceux qui sont en train d'arriver là, ils ne sont pas masqués de la même manière que les autres. Ils ont simplement de nuit. Et parfois, on les force à manger énormément, à se gaver comme des oies pour avoir le ventre plutôt proéminent. Parce qu'on considère peut-être, à mon sens, que l'homme africain doit avoir une certaine stature, une certaine évolution, y compris par sa carrière. Et pour cela, il faut s'alimenter de manière correcte. Donc, je ne sais pas, vous, Spédia, vous me dites quand c'est OK pour vous, pourquoi on retourne dans le sujet qui nous intéresse. Parce que l'idée n'était pas de partager un festival, mais je vous ai fait quand même profiter de cet événement-là, surtout pour vous qui êtes loin du Cameroun. Ça peut aussi être un moment de reconnexion avec notre culture et nos traditions. C'était d'ailleurs quelque chose que Oumniobé chérissait particulièrement. Il est le leader africain qui a le plus théorisé sur la richesse des ethnies et non pas sur les antagonismes. Il ne s'agit pas d'antagonisme, mais de richesse qui permettait de construire une très grande diversité dont le Cameroun entier pouvait bénéficier. Donc voilà, vous me dites dès qu'on repasse au live et que vous faites que reprendre la parole, c'est à vous. Merci Fotsing, merci. On va redonner la parole à Wilfried pour continuer. Hein. Merci Wilfried. Oui. C'était très intéressant. C'est vrai que ça ne me rend pas particulièrement la tâche facile parce qu'il faut à chaque fois recommencer pile où je me suis arrêté. Je sais même plus tout à fait ce que je disais. J'étais sur les circonstances qui ont amené, je pense, Ernest Wanjier à... Alors, je parlais de quoi déjà? J'étais tellement concentré sur le festival que j'ai perdu le fil. Alors, donc, oui, j'étais sur les dissidences avec le RDA qui ont popularisé Ernest Wanjier à l'intérieur de l'UPC Cameroun, parce qu'on a vu que voici quelqu'un de sérieux, voici quelqu'un qui peut s'asseoir à la même table que Ruben Oumniobé, voici quelqu'un qui a le même discours, voici quelqu'un qui a la détermination dans les yeux, voici quelqu'un qui, si on lui tend une arme sur la tempe, il va continuer de parler comme si on lui avait tendu un bonbon. Bon, et d'ailleurs, la suite a prouvé que cette impression n'était pas erronée. Donc, ça lui a permis de grandir et ça lui a donné une grande importance à l'intérieur de l'UPC, où il était d'ailleurs l'un des co-dirigeants et où il gérait notamment la formation, la communication, les journaux de l'UPC, bref, les canaux d'information. Vous savez que dans une guerre, l'arme la plus importante, finalement, c'est l'information. Il faut coloniser les mentalités quand ce sont les impérialistes. Il faut éduquer les mentalités quand ce sont les résistants. Et donc, Ernest Wanjier, Oumniobé et tous les résistants de l'UPC étaient dans l'optique de réformer les mentalités, faire de la pédagogie politique, expliquer aux Camerounais que leur terre, leur richesse, leur culture, leur histoire est spoliée par le pouvoir colonial. Et voilà, et le pouvoir colonial commençait justement à remarquer que les paroles de Wanjier, les paroles de l'UPC passaient mieux, notamment en Sanaga-Maritime, notamment dans la région de l'Ouest. En fait, dans un vaste périmètre à l'intérieur du Cameroun, les paroles des leaders de l'UPC avaient davantage d'écho que les paroles des leaders, des autorités officielles. Et ça rendait en fait la tâche compliquée. Dans la foulée donc de l'importance que l'UPC gagne, on se retrouve dans une situation où les colons sont passés de l'étape où ils les sous-estiment à l'étape où ils se méfient d'eux et craignent le gain de puissance de cette formation politique. C'est pour ça que lors des événements de Messa en mai 1955, lorsque, comme je disais, un Camerounais est assassiné par le pouvoir colonial et que les militants de l'UPC se retrouvent au quartier Messa, non loin de l'hôpital général, pour demander qu'on leur donne le corps de leurs concitoyens et qu'ils puissent l'enterrer dignement, le commandant local des troupes françaises, Monsieur Roland Pré, dépêche plutôt tous les contingents militaires aux ordres de la métropole
pour non pas contenir, mais pour effrayer les manifestants qui sont en train de réclamer le corps. Et devant la persistance des manifestants de retrouver, de récupérer leurs concitoyens, le pouvoir colonial prend peur et le pouvoir colonial les menace de leur tirer dessus. Les manifestants, on est en 55 au mois de mai, l'événement a son importance. Les manifestants réclament que les Blancs rentrent chez eux. Les manifestants demandent même à Roland Pré et à ses troupes: comment ça se fait que soudain tu as le courage de nous menacer, de nous tirer dessus, alors qu'il y a 15 ans, quand ils leur marchaient sur Paris, tu as été incapable, vous, la France, avez été incapable de vous défendre tout seul. Vous avez dû nous appeler au secours, nous les Africains. Et donc, nous, on va garder le cap, on va maintenir nos revendications, on veut récupérer notre corps. Roland Pré et ses services tracent une sorte de ligne où on leur dit: si vous avancez, on vous met en joue. Et comme la foule avance, elle est mise en joue et c'est la débandade totale. On a massacré quelques dizaines de Camerounais, un bon paquet de personnes ont été assassinées, vraiment énormément de gens en quelques instants. Et ce massacre, marque le point de rupture entre les revendications de l'UPC et les revendications pacifiques de l'UPC et la mise sur pied d'une structure militaire qui va maintenant prendre le maquis et engager une lutte armée contre la métropole française. Mais ce n'est pas d'abord l'UPC qui décide de prendre le maquis, c'est le pouvoir colonial qui, après y avoir massacré les leaders de l'UPC, décrète que c'est Ruben Omniobé et sa bande qui ont organisé cette tentative de déstabilisation des institutions à Yaoundé. Donc à partir de là, quelques semaines plus tard, en juillet 1955, l'UPC est déclaré partie non grata, Omniobé est déclaré l'homme à abattre, et tous ceux qui vont se joindre à sa lutte, tous ceux qui vont se revendiquer de lui, tous ceux qui vont affirmer qu'ils partagent son combat, ils subiront la répression coloniale. Donc, j'ai une alarme incendie, ne faites pas attention, quelque chose a dû trop chauffer chez les personnes qui sont dans les cuisines. Donc, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. J'espère que vous arrivez encore à suivre. Ça va s'éteindre de toute façon à un moment donné. On entend, c'est parfait. Oui. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas seul dans la maison. Elle ne va pas prendre feu. Et donc, l'UPC gagne le maquis. Omniobé, Ernest Wangé et consorts se réfugient dans un premier temps en zone anglophone à Kumba. Et c'est important de préciser cela parce que nous avons aujourd'hui des a priori sur la région anglophone. On s'est dit, les gens là, le pouvoir de Biya nous a même d'ailleurs éduqués à les considérer comme des ambazoniens, des gens qui veulent déstabiliser les institutions. Or, c'est Paul Biya qui les a radicalisés. Ça, c'est d'un. Et de deux, à l'époque des luttes contre la colonisation, à l'époque des luttes c'est la région anglophone qui héberge les nationalistes camerounais. Ils ne sont même pas encore intégrés au Cameroun parce qu'on est en 55. Ils sont encore le Cameroun britannique avec ces deux régions, le Southern et le Northern Cameroun. Ils sont dirigés comme une entité autonome appartenant à la Grande-Bretagne. Ce n'est pas une partie du Cameroun. Non, ils sont vraiment littéralement dans un pays étranger, à Kumba. Et ils sont hébergés là-bas dans les années 55, 56, 57. Et à un moment donné, l'UPC, le pouvoir colonial parvient à museler l'UPC, y compris dans cette région, et à interdire justement ces activités, ces manifestations, à les traquer même à ce niveau. C'est ça qui conduit donc Ernest Wangé et beaucoup de leaders de l'UPC à quitter le pays. Lui, il va notamment partir en exil, se retrouver à Khartoum au Soudan. Il sera à Accra au Ghana. Il sera au Caire en Égypte. Sa femme qu'il a rencontrée notamment quand il était enseignant à Edea et qu'il a épousé en 1948, Madame Marthe Eding Wandier. D'ailleurs, c'est important aussi parce que ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est un nationaliste panafricain. En fait, il regroupe toutes les casquettes. Il est ouvert à tous les citoyens qui veulent la justice, qu'ils soient du Cameroun ou d'autres continents, qu'ils soient de la tribu du groupe ethnique, si vous voulez qu'on appelle ça comme ça, Bamileke, ou d'ailleurs, elle est de la région côtière, Madame Eding. D'ailleurs, Eding en langue bantou, ça s'appelle l'amour. L'amour. Oui. Et il épouse donc par amour Madame Amour, avec qui il va avoir 5 enfants, et elle va être Madame Marthe Eding Wangé, avec une autre Marthe. Ils ont tous épousé des Marthes. Oui, ils épousaient des femmes de marque, des Marthes de marque. Et donc Marthe Wangé et Marthe Eding Wangé vont être à la tête d'une structure qu'on va appeler l'UDFEC,
l'Union des femmes du Cameroun. L'Union des femmes, en tout cas la section femmes de l'UPC, si vous voulez, de grandes femmes qui n'étaient pas derrière le rideau, qui n'étaient pas derrière leurs hommes, mais qui étaient à côté pour porter le combat aussi et montrer que les femmes aussi ont leur place dans une société, ne peut pas se développer sans le concours de la deuxième frange de cette société-là, à savoir la gente féminine. Donc, c'est comme ça qu'il va se retrouver. Je vais d'abord m'arrêter là parce que c'était ta question. C'est comme ça qu'ils vont se retrouver et disséminer ça et là. Et c'est comme ça que, malgré le fait qu'il a quitté le Cameroun, Oumniobé ne se dit pas enfin il est 1000 fois plus courageux que non, c'est un autre monde. Il ne se dit pas je suis en exil, je vais demander l'asile politique ou je vais non. Son exil, c'est pour préparer le retour au Cameroun. Lorsque Senghor et toute sa bande lui font comprendre que on te l'avait bien dit, qu'il ne fallait pas prendre les armes, que ce n'était pas un bon chemin, lui il dit ce n'est que partie remise. Je vais retourner au Cameroun et je vais poursuivre le combat. Il va rencontrer Nelson Mandela en Égypte au Caire en 1960. Il dit à Mandela que les Blancs, là, et leur système d'apartheid, tu ne peux pas le résoudre pacifiquement, tu ne peux pas le résoudre en dialoguant. C'est des barbares, c'est des animaux, il faut les chasser par la force. Il est l'un de ceux qui a encouragé carrément Nelson Mandela à engager une lutte militaire, une lutte armée contre le régime apartheid. Et on est en 1960 et la lutte militaire de l'ANC contre l'apartheid naît dans la foulée au début des années 60, entre 60 et 63 notamment. Donc voilà un peu Ernest Wangé dans les circonstances qui l'amènent à sortir du pays et il va revenir quelques temps plus tard en 61 par le Nigeria, rentrer au Cameroun, intégrer le maquis et poursuivre la lutte qu'il avait promis à Nelson Mandela d'aller poursuivre. C'est avec la crédibilité de ce combat-là que des gens comme Mandela s'en inspirent et se disent que mais attends, ce n'était donc pas une blague, voici quelqu'un qui m'a demandé de faire quelque chose que lui-même il fait. Donc je ne peux pas lui dire, toi tu es en exil, tu es en sécurité, tu me demandes d'aller me mouiller. Il est allé se mouiller, donc je vais me mouiller aussi. Donc si les Sud-Africains ont un semblant de victoire dans la lutte anti-apartheid, ils le doivent également d'une part aux nationalistes camerounais. Ernest Wangé en l'occurrence, c'est un grand homme et c'est fort opportunément que nous le célébrons aujourd'hui. Merci beaucoup Wilfried. Donc, je vais juste faire une petite transition qui va peut-être inspirer un autre déroulé avant que Fotsing éventuellement ne nous emmène à l'endroit où il y a Louise Mekafossi, Françoise Oumniobé et Marie Ngoum, de manière à ce qu'on puisse avoir encore une discussion, un échange avec elles. Donc, je vais un peu remettre en place le contexte pour les personnes qui viennent. Il y a Marie et il y a Françoise, Momo, les deux filles, Françoise Oumniobé et Marie Ngoum. Donc, voilà, donc on a transformé un peu Horus Media en une place du souvenir aujourd'hui. J'espère que vous appréciez cette commémoration autant que nous. Donc, du 15 janvier 71 au 15 janvier 2025, nous y sommes. Nous faisons un bond dans le passé. Pour Ernest Wangé, le dernier des résistants. 54 années se sont écoulées depuis l'assassinat de cette figure emblématique de la lutte contre le régime colonial français, parti trop tôt. Il meurt donc à 47 ans, mais il nous fait un cadeau inestimable. Ce cadeau, c'est le présent. C'est aujourd'hui qui nous interpelle et qui nous amène donc à faire vivre à nos téléspectateurs, à nos invités, nos participants, à faire vivre cette commémoration. Nous sommes un peu partout et nous avons quelqu'un à Bafoussam qui a eu l'honneur de nous faire ce reportage. Donc, je pense qu'une cérémonie telle qu'elle est menée, une cérémonie de ce type, ça amène à la réflexion pour construire notre nation. Donc, j'ai écrit un petit texte pour l'occasion que je vais vous lire. Frères et sœurs de lutte, nous sommes la résistance, nous sommes le Cameroun. L'étoile sur le drapeau nous dit unicité. La guerre dans le Nozo convoque notre humanité. Forts de nos convictions, nous vivons pour la vérité. Fiers de nos pères, morts pour la patrie, nous œuvrons acharnés afin de ne pas léguer ce combat aux générations futures. Nos ancêtres les Gaulois veulent encore nous posséder, mais nous sommes la détermination d'un peuple digne,
résolus à aller jusqu'au sacrifice ultime. Nous sommes la manifestation de la libération de notre pays. D'un seul pas, d'une même voix, le même but, les mêmes indignations. Nous sommes la mélodie qui donne la cadence. Nous sommes la cloche qui sonne la fin du calvaire. Nous, Camerounais, nous sommes la lave qui coule du mont Cameroun, l'esprit qui bout en toute intelligence. Nous sommes les Kirdis, les Peuls à l'allure fière. Nous sommes les flots du Vouri, comme le sang dans nos veines. Nous sommes la brume qui apaise quand la colère bouillonne. Nous sommes le tonnerre qui gronde et qui annonce la rage. Transportés de tendresse pour notre beau pays, nous sommes les rives littorales, les hauts plateaux, les forêts équatoriales, les montagnes. Nous sommes les bâtisseurs de la conscience bantoue. Nous sommes les gardiens du temple, les artisans de la Renaissance. Nous sommes toi, moi, vous, nous. Nous sommes un seul. Au bout du tunnel, nous recherchons la lumière. Nous sommes le Cameroun, hier, aujourd'hui et demain. Nous ne lâchons rien. Donc, je vais donc demander à Wilfried, toujours en ce qui concerne Ernest Ouandié. Pardon, Jeanne. Oui. Avant que tu ne poses ta question, s'il vous plaît, les amis, vous êtes 206 en ligne. Bombardez, Jeanne de cadeaux. Honnêtement, ce qu'elle nous fait vivre par les mots me manquent pour exprimer ce que ça peut faire ressentir. En tout cas, je ne sais pas pour vous, moi j'ai voyagé. Et ce que je vais juste te demander de faire, si tu veux bien, Jeanne, ce sera de relire, parce que tu as un peu spoilé, tu as annoncé à l'avance la petite dernière surprise qu'il y avait. Mais justement, pendant cette dernière surprise, si tu veux bien nous relire ce mot-là, je pense que ça fera, ça mettra du baume au cœur à ces dames dignes qui portent une histoire et une histoire lourde pour l'ensemble de notre peuple. Donc si tu veux bien tout à l'heure, je te demanderai de relire les vers que tu as écrits. Je te laisse aller à ta question. On va faire comme ça. Je voulais savoir, Fotsing, dans combien de temps à peu près tu vas être avec les dames? Dans 5 à 7 minutes, maximum 10. D'accord. Je serai avec elles. D'accord, ça permettra donc à Wilfried, il est disponible, hein? Wilfried? Oui, Jeanne, je suis disponible. Oui. Bon, tout à l'heure, tu disais que tu te sentais la suite un peu de ce combat de Ernest Ouandié ou Mniobé, ou voilà, un peu comme nous tous, hein. Nous considérons que nous continuons cette bataille, cette lutte, cette résistance, chacun à sa manière. Nous n'avons même pas fait la moitié de ce qu'ont fait Oumniobé et les autres. Et pourtant, pour certains d'entre nous, moi par exemple, j'ai déjà passé l'âge que eux ils avaient quand ils sont morts. Mais je ne pense même pas atteindre un tout petit peu de ce qu'ils ont fait. Mais ce que j'aimerais savoir, comment tu penses qu'on pourrait transmettre à nos enfants ce que nous, on ne nous a pas forcément transmis? Parce que moi, en ce qui me concerne, je suis dans cette quête de l'histoire, mais ce n'est pas parce que mes parents me l'ont raconté. Et pourtant, moi, aujourd'hui, je raconte à mes enfants. Donc, comment tu penses, qu'est-ce qui peut faire que n'ayant pas eu cet héritage, par la parole de ses parents, de ses grands-parents, ou je sais pas, est-ce qu'on est avec cet ADN de résistance, ou bien on l'a forcément par ses parents? Comment toi tu feras? L'un n'exclut pas l'autre. On peut naître avec cet ADN de résistance, ou alors on peut le recevoir de ses tuteurs, de ses encadreurs. Et en tout cas, quand on est né avec cet ADN de résistance, on doit le transmettre, on doit le partager, on doit le donner aux enfants. Vous avez baptisé votre plateforme Horus Media, et il est clair qu'un jour, quelqu'un, par simple curiosité, va vous demander pourquoi vous l'avez appelé Horus Media, et vous allez expliquer pourquoi vous avez appelé Horus Media. Ou alors, par vous-même, vous allez dire, bon, nous sommes Horus Media, la raison pour laquelle nous avons appelé notre média Horus Media, la voici, et peut-être l'enseignement que vous allez donner va éveiller la curiosité de ceux qui vont vous écouter, ils vont vouloir en apprendre davantage. Et comme par hasard, opportunément, votre média porte le nom de mon propre garçon, à qui j'ai aussi donné le nom de Horus, et qui vaudra tôt ou tard
savoir pourquoi il se fait appeler Horus, ou alors moi-même, de toute façon, j'ai prévu de lui expliquer pourquoi il s'appelle Horus, et je vais le lui expliquer de manière à ce qu'il ait envie d'en savoir davantage. C'est ma responsabilité en tant que parent de lui donner envie de savoir, d'en savoir davantage. Hier, je faisais une conférence sur les déclarations du président Ibrahim Traoré, concernant les propos d'Emmanuel Macron, et là j'avais des centaines de frères africains des autres pays, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Sénégal, et à un moment donné, quelqu'un m'a demandé en commentaire, par exemple, oui Wilfried, j'aimerais me procurer vos livres, ils coûtent combien? Et pendant que j'étais en train de répondre sur les livres, il y a quelqu'un, un Sénégalais, qui m'écrit en commentaire, bon, tu profites, tu veux berner les gens pour vendre tes livres. J'ai marqué un temps d'arrêt pour lui dire, l'émergence de l'Afrique viendra le jour où l'Africain cessera de considérer celui qui lui vend un livre comme un escroc et de dire merci à celui qui lui vend le vin. Parce que le vin n'apporte rien. Le vin, au contraire, si tu cours le risque qu'on te retrouve dans la rigole le lendemain, dénudé, totalement ridiculisé, alors que tu es un homme responsable, une femme responsable, un parent, un père de famille, une mère de famille. Le vin, c'est quelque chose dont on peut se passer et on vit sans problème. Le livre, la culture, du moins l'éducation, non. La meilleure chose qu'on puisse offrir à son enfant, c'est la pédagogie. L'éducation orale qu'on donne à son enfant, c'est exactement comme l'éducation écrite. On parle juste ce qui est écrit, ce qui n'est pas le cas du vin. Donc, on va éduquer, ce paradigme va naître quand nous aussi nous allons éduquer nos enfants d'office que la personne qui te vend la bière, le vin, a plus de probabilité d'être un escroc que la personne qui te vend un livre. Parce que la personne qui te vend un livre ne te ment pas sur le contenu, il te dit voici le livre parle de politique, le livre parle d'histoire, le livre est un roman d'amour, le livre est un roman de fiction, le livre est un... En fait, le livre fait ce qu'il te promet, il ne fait pas au-delà. Le vin, par contre, te dit je vais te permettre d'oublier tes soucis. Or, l'effet est passager, il est limité dans le temps. Dès que tu as fini, c'est comme la citation de Paul Ricoeur, le désir satisfait fait aussitôt place à un nouveau désir, le premier étant une déception reconnue, le second étant une déception non encore reconnue. Donc, ça va venir du fait qu'on va mettre dans la tête de nos générations que l'éducation est la meilleure des drogues. L'éducation est le produit, le stupéfiant le plus agréable à consommer. Il n'y a aucun effet négatif à apprendre. Il n'y a aucun effet négatif à savoir. Il n'y a aucun effet négatif à se cultiver. Ça n'a aucun dommage collatéral. Aucun. Ça n'a que c'est le seul produit au monde qui n'a que des effets positifs. Quand vous savez, vous vous sentez surpuissant. Ceux qui savent, c'est pour ça que vous voyez des maigres personnes sont les chefs de gaillards costauds parce que la puissance cognitive, surpasse les capacités physiques. Vous n'allez jamais voir un maigrelet appelé un bolo de guerre chef. Or, au contraire, vous voyez un homme, un diplomate, un homme d'affaires, un président, il est tout maigre, il est tout malingre, mais c'est le costaud de 8 mètres et de 400 kilos derrière lui qui lui dit « Patron, vous sortez à quelle heure, patron? J'ouvre la portière, patron. » Parce que c'est ça, là, la substance grise est la plus grande des forces. Donc c'est ça, là, qu'on doit inculquer à nos concitoyens, à nos enfants. Et maintenant, quand on va leur raconter l'histoire, il faut qu'on leur raconte de manière à ce que ce soit intéressant. S'il y a une raison pour laquelle les Africains lisent peu, ce n'est pas simplement parce qu'ils ont oublié le livre, c'est qu'au moment où il fallait donc leur donner le goût du livre, les intellectuels africains se sont mis à mal écrire. Vous avez un individu comme Mathias Onanguine qui ne sait pas écrire, je le dis solennellement, à visage découvert, il ne sait pas écrire du tout. C'est-à-dire, c'est le prototype d'intellectuel africain qui te donne le déplaisir de la lecture. Si tu te mets à lire ce qu'il écrit, toi qui avais envie d'apprendre, tu te dis ça ne vaut pas la peine. Tu te sens idiot alors qu'en fait, il y a plus de vide qu'on a meublé que de contenu. Avec une pédagogie plus prononcée, le même enseignement de manière plus accessible t'aurait permis de comprendre facilement et d'expliquer également à tes concitoyens. Donc on doit faire de la bonne pédagogie. Là, tout à l'heure, je parlais de Ernest Wangé. Pas besoin de compliquer l'enseignement. On le met à la portée de tout le monde. C'est même ça la preuve de l'intelligence. L'intelligence n'est pas l'assemblage de phrases alambiquées. C'est au contraire de la stupidité. Parce que la stupidité, c'est l'incapacité à véhiculer le savoir qu'on possède. Or, l'intelligence, c'est que je sais ce qui a conduit Ernest Wangé dans le maquis. Et quand on me demande qu'est-ce qui a conduit Ernest Wangé dans le maquis, je le raconte de manière pédagogique. Je dis, il y avait deux camps. Le camp france-africain incarné par Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor, qui a fini par constituer l'aile souple du RDA, et en réponse à ça, l'UPC, qui ne voulait pas abandonner la lutte verticale, la lutte farouche, la lutte frontale,
s'est désolidarisé du RDA et la communication de Ernest Wangé a commencé à s'orienter vers l'idée selon laquelle il fallait se détacher des pensées de Sédar Senghor, des pensées de Houphouët-Boigny, des pensées de... Et c'est ça qui a fait sa popularité au sein de l'UPC, parce qu'il est resté cohérent dans son combat. Et une fois qu'on a dit ça, on explique donc que le colonisateur devant la verticalité du combat de Ernest Wangé, devant l'approche frontale continue et constante de Ernest Wangé, a trouvé le moyen de rendre illégal l'UPC. Devant l'illégalité de leur parti, les militants de l'UPC se sont retrouvés convaincus du fait que seule la lutte armée leur permettra d'atteindre à l'indépendance. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné le maquis, etc., etc. Nous devons raconter l'histoire africaine à nos enfants comme on leur a raconté l'histoire des super-héros. Si les enfants apprécient Superman, Spider-Man et consorts, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas apprendre. C'est parce que quand on leur raconte Spider-Man et Superman, c'est sans prise de tête, c'est avec pédagogie. Il y avait un grand méchant, il s'appelait Kurt Connors, le lézard. Il est arrivé, il voulait détruire Gotham City. Et donc Spider-Man, qui a été griffé par une araignée, s'est transformé en araignée parce que voilà, il a hérité des pouvoirs de l'araignée et il a décidé de combattre le mal pour défendre sa ville. Donc, c'est simple, c'est net, c'est clair, il n'y a pas besoin de se casser la tête et ce n'est pas dépourvu d'intelligence. Au contraire, on a dit le strict minimum de ce qu'il fallait savoir. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup attardé sur la photo de Ernest Wangé pour raconter la même histoire dans le réel, en disant que l'avantage avec Ernest Wangé, c'est qu'on n'a pas besoin de demander à quelqu'un d'avoir la foi ou on n'a pas besoin enfin, on ne souffre pas du fait que c'est une fiction, comme Superman ou Spider-Man, on ne souffre pas du fait qu'il faut avoir la foi pour y croire, comme dans l'histoire de Jésus qui, devant la mort, est resté constant, est allé à Jérusalem alors qu'il savait qu'il allait mourir. Là, on a une histoire réelle. Je ne dis pas que Jésus c'est faux, ça c'est libre aux croyants de le déterminer, mais au moins pour Ernest Wangé, tu n'as pas besoin d'avoir la foi. L'histoire, le fait, 54 ans en arrière, le même jour, un individu a été informé qu'on allait l'exécuter. Et il s'est levé, il s'est avancé vers le peloton d'exécution en disant aux gens qui voulaient l'exécuter de ne pas avoir peur. Au lieu que ce soit lui qui craint, au lieu que ce soit lui qui tremble, parce que les geôliers avaient l'habitude, ces bourreaux avaient l'habitude d'avoir justement des gens qui tremblaient, des gens qui suppliaient, qui imploraient la clémence de leur président, Ahidjo, qui demandait à Ahidjo de leur accorder une dernière grâce. Et c'est-à-dire, devant l'imminence du tir, il disait « j'abandonne le combat, je laisse tomber ». Mais Ernest Wangé, lui, il avait le regard qui disait aux gens « ne tremblez pas, hein, faut pas que vos balles ratent, soyez des hommes, parce que si votre femme vous regarde et voit que vous avez tremblé, elle ne va plus vous considérer comme un homme. Une fois rentré à la maison, donc, tirez-moi dessus comme cela a été prévu. » Un homme à qui on a proposé la libération. Il a dit, je ne veux pas être en liberté dans la manière dont vous voulez. Parce que la liberté dans le colonialisme, c'est la prison. Je veux une liberté réelle. Et je suis plus libre dans la mort en ayant combattu mon combat de manière constante que en liberté selon les paradigmes du colonialisme. Une histoire racontée comme ça à ton enfant, qui sait par ailleurs que ça s'est déroulé exactement de cette façon, que ce n'est pas une fiction, que c'est effectivement un individu qui n'a pas craint la mort, qui était absolument serein, au point où un capitaine français est carrément revenu se pencher sur le corps pour lui tirer dessus, pour être convaincu que il est bel et bien mort, c'est-à-dire limite, ils ont cru qu'ils avaient un immortel en face, limite, rempli de crainte, ils ont voulu s'assurer qu'il ne se relèvera pas. Parce que s'il se relevait, ça aurait été la débandade totale, tout le monde aurait pris la fuite. Donc c'est comment dire, ce récit pédagogique, cette capacité comment dire, non pas édulcorer, mais à magnifier quelque chose qui est de toute façon magnifique. Cette capacité à bien structurer les idées, bien structurer le récit, bien placer l'historique des faits de manière chronologique et de raconter la personne à qui on raconte. Nos enfants, les générations à venir, doivent avoir la sensation qu'on leur raconte parce qu'on a envie de leur apprendre quelque chose, parce qu'on a envie que eux aussi ils savent, pas parce qu'on a envie de leur montrer qu'on sait. Si on le fait, évidemment, par la force des choses, c'est l'éducateur, c'est-à-dire c'est l'éducateur qui inculque à l'enfant la langue qu'il parle, les habitudes qu'il a, les choses interdites, les choses autorisées, le mode de vie. C'est l'éducateur qui inculque aussi à l'enfant l'amour de quelque chose. Certains sont footballeurs parce que leur père l'était, leur oncle l'était. Certains sont bibliothécaires parce que leur père était bibliothécaire. Certains sont écrivains parce que leur père est écrivain. Les enfants regardent ce que nous faisons. Les enfants regardent ce que nous aimons. Ceux qui vont dans les bars ont des enfants qui vont dans les bars également. C'est-à-dire le cobra n'enfante pas le sanglier. La vipère n'enfante pas la mangouste.
le serpent accouche le serpent. Donc, nos enfants, les générations à venir, sont le reflet de ce que nous sommes. Certains vont naître avec cette conviction-là, cet idéal-là de manière naturelle, mais tous les humains ont cet idéal-là en eux qu'il faut juste réveiller. Et c'est de notre responsabilité de le faire. Et si en leur parlant davantage de livres, de pédagogie, d'Ernest Wenje, que de live célibataire, de vin de palme, de Petros, de Dom Pérignon. C'est ma vision et je suis ferme là-dessus. La pédagogie et rien d'autre permettra à nos enfants de poursuivre ce combat que nous avons amorcé et qui est lui-même la poursuite du combat de Ernest Wenje, même si ce n'est pas au même niveau. Merci Wilfried, merci. On vient donc de parler, en fait, tu viens de parler de transmission, de continuité. Donc, nous sommes nous aussi dans la continuité, puisque nous sommes en train de célébrer quelqu'un que nous n'avons pas connu, nous, et nous sommes donc en train de revivre son itinéraire, son odyssée. Oui, Fotsing, est-ce qu'on peut se reconnecter à toi de manière à... Oui, Jeanne. Oui. Malheureusement, pas dans l'immédiat. D'accord. Les moments, les reines, elles se reposent un petit peu. Ce que je vais faire, j'ai les pieds en compote. J'ai vraiment même pas de salive dans la bouche à dire vrai. J'ai tellement transpiré et très peu bu d'eau. Parce que c'était très exigeant comme journée. Écoute, on te laisse te reposer. Mais ce que je vais encore patienter un petit peu pendant qu'on continue. S'il y a des gens qui veulent monter, qui ont des questions, qu'on échange aussi un petit peu de manière interactive, qu'on ne laisse pas Wilfried s'épuiser à nous faire des leçons qu'on adore. Mais je sais qu'il a un live prévu sur sa propre page ce soir. Donc il faudrait qu'on lui laisse aussi un peu d'énergie. Absolument. Si, y a des gens qui veulent... En fait, la bonne nouvelle pour vous, c'est que je ne ferai plus, puisqu'on parle déjà de Omniobé dans cette conférence, pour aujourd'hui, en tout cas, je n'en ferai plus sur ma page. Je suis un humain, après tout. J'ai fait une conférence de 8 heures hier, et je me suis dit que bon, tant qu'à faire, si je me retrouve sur Horus Media aujourd'hui, autant y consacrer toute mon énergie. Donc, l'ouverture que nous avons fait aujourd'hui sur Ernest Wenje, que nous avons faite, c'est la seule que je ferai en ce jour. Donc, il y a encore quelques réserves pour travailler avec nous. Encore quelques temps. Ok, c'est parfait. Pas des questions, des... C'est parfait. Mais on ne t'entend plus. Donc, ouais, juste... Là, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, je disais, donc je suis installé là chez la reine Louise Meka Fossi, la fille de Jacob Fossi, comme vous le savez, où j'ai eu l'honneur de rencontrer ce matin donc le trio, un trio magnifique, hein, c'est vraiment peu de le dire. Et j'espère vraiment pour vous que vous aurez la même chance que moi dans quelques instants de pouvoir échanger. Ah, vous avez de la chance. Je pense que vous avez peut-être de la chance et que peut-être effectivement vous allez pouvoir passer un petit mot. Donc alors je disais, pour moi c'est un honneur véritablement d'avoir pu vivre ces moments-là. Encore une fois, j'étais assis moi-même ici et c'était vraiment à cette place-là. On veut un endroit simple mais très beau, très agréable. Et effectivement il y avait à côté Hermine Ngobé. Et je peux vous dire que oui, c'est particulier quand même, c'est très chargé. C'est important que nous puissions effectivement nous reconnecter à cette histoire-là, que nous puissions comprendre l'importance que cette histoire peut avoir et tirer toutes les leçons qu'il y a à tirer de cette histoire. C'est simplement le petit prélude que je peux faire en disant je vais encore tenir pour vous quelques minutes. Ensuite, vous aurez la possibilité, en tout cas c'était le souhait, qu'on puisse lire le poème, le magnifique poème qui a été écrit aux trois mamans, qu'elles puissent écouter aussi un petit peu comment nous on a ressenti les choses, comment on l'a vécu et qu'est-ce qu'on a préparé aussi de notre côté pour honorer les mémoires de nos devanciers, de ces héros et ces martyrs qui ont donné jusqu'au sacrifice suprême pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc je vous dis simplement quelques minutes de patience encore et peut-être il y aura la possibilité pour vous d'avoir une chance inouïe. Parce que moi, je me sens extrêmement chanceux aujourd'hui. J'ai une question à te poser, Fotsing.
Tout à l'heure, en parlant, il y a Louise Meka-Fossi qui nous a dit qu'elle était présidente d'une association en France. Oui. Est-ce que tu peux... Elle est en région parisienne, elle est où exactement? Mais quand elle y réside, oui, il semblerait. Et elle était en train de mentionner, en réalité, c'était une association d'un village, si tu veux, de personnes originaires de Bafoussam, précisément, Oui, qui est c'est ce son qu'elle a village dit. natal. Oui, effectivement. Donc, c'est ça, c'est cette association-là dont elle parlait. Actuellement, elle est au Cameroun, mais effectivement, il lui arrive aussi d'être... D'accord. Il y a quelqu'un qui a posé la question en commentaire Avant qu'on ne continue, par Oui. contre, il y a 237 personnes qui nous écoutent, 237 personnes. Moi, je me suis décarcassé. J'ai fait le voyage depuis Paris. Je suis sur place à Douala. J'ai fait le voyage pour Bafoussam. Wilfried Ekanga a 4 fois le nombre de cadeaux que j'ai. J'arrête le live si vous continuez. Ah, ça c'est le chantage. J'arrête tout de suite le live, mais rassurez-vous, c'était une plaisanterie. Le problème, c'est qu'il n'avait même pas encore commencé à parler qu'on avait déjà commencé à le bombarder de cadeaux. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, les cadeaux, c'est pour aux Russes. C'est pas pour lui, bon, c'est pour aux Russes. Il va devoir tout reverser. Je n'existe plus, hein. Il est devenu votre star. Il m'empêche de dormir, il me pourrit la vie, il ne me sert à rien. Et chaque fois que je me plains, vous lui donnez raison. C'est pas possible. C'est un consommateur impulsif pour l'instant. Alors, juste la seule chose que j'étais en train de vous demander vraiment en toute sincérité, c'est abonnez-vous. Vous êtes 232, 240. Abonnez-vous à ma page aussi, donnez plus de force parce que d'ici peu, on va commencer à lancer des lives pour décrypter notamment les sorties du professeur Moïse Kam tous les lundis. C'est une initiative que j'ai portée et que je compte mettre sur pied bientôt. On va comme ça meubler au fur et à mesure le temps pour analyser un petit peu, échanger sur les sorties les lundis du professeur Maurice Kamto. Donc suivez ma page, Voting PH. Ça va donner la possibilité effectivement qu'on partage, qu'on continue dans l'élan qui est le nôtre pour pouvoir sensibiliser, éveiller les consciences, pousser les gens à s'inscrire sur les listes électorales, à voter le jour du vote, à surveiller le décompte et à être prêt à défendre le vote au besoin pour qu'on puisse enfin arriver au résultat qui avait été souhaité par ceux qui sont passés avant nous, ceux que nous célébrons aujourd'hui et qui ont donné jusqu'à la dernière goutte de sang. Sacrifice ultime. Effectivement, c'est effectivement ça, c'est le sacrifice ultime pour le pays. Donc, il est importantissime qu'on puisse entrer dans 2025 avec une force décuplée, qu'on n'oublie pas de donner de la force partout où on a les nôtres qui ont des plateformes sur lesquelles on sensibilise les jeunes, on sensibilise la société camerounaise pour qu'elle puisse s'enregistrer sur ces électorales et voter le jour J. Donc, est-ce que tu peux répondre à quelqu'un? Est-ce que tu peux répondre à quelqu'un qui apparemment est en diaspora et qui dit j'ai mon passeport et ma carte consulaire, mais sans pièce d'identité, comment puis-je m'inscrire? Mais le passeport, c'est déjà une pièce d'identité. Absolument. Le passeport suffit comme pièce d'identité. Avec la carte consulaire, il suffit donc de se présenter à l'ambassade avec un justificatif de domicile et son titre de séjour. Si c'est en région parisienne, c'est des photocopies en couleur de chacun de ces documents-là qu'il faut présenter. Et la personne pourra s'enregistrer. Ce sera les mardis et les jeudis entre 12h et 16h. C'est pas 13h? Actuellement au niveau de l'ambassade. À vérifier, mais je pense qu'ils ont étendu un petit peu de 12h à 16h si je ne me trompe pas. Je vais revérifier en tout cas le communiqué qu'ils ont pondu. Ça me donne l'occasion de te reposer la question. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui posait la question de savoir si le camarade Ernest Mwandié avait d'autres enfants en dehors de celle qui serait décédée, je crois, en 2015, il a dit. En réalité, je pense que oui. Mais voilà, ça ne sera pas le moment ni l'occasion propice de répondre à cette question-là ici. Je vais skipper la question. Il y a une raison valable pour que je choisisse de faire ainsi, de procéder ainsi. Donc, mais on y reviendra probablement une autre fois. Par contre, effectivement, j'ai eu l'impression à un moment donné que Wilfried évoquait cette question-là parce que Ernest Mwandié, il a été en exil à un moment et peut-être effectivement dans ce passage, il y a eu d'autres possibilités qui puissent laisser penser, et je crois que c'est le cas, qu'il y avait d'autres enfants.
Ah oui, oui. Je ne sais pas si on doit le dire ici. De mon point de vue, bon, j'ai répondu à la question en commentaire, mais je ne sais pas si en version orale, la réponse est vraiment nécessaire. Pour moi, ça relève du trivial par rapport Absolument. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là, en effet. Donc, on a vu de toutes les façons jusqu'où était capable d'aller ce régime colonial. Et quand on regarde les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui pour museler les personnes, les dissidents, si on peut dire ça comme ça, on se rend compte qu'on n'en est pas très éloigné. Oui, c'est la continuité. En fait, c'est vraiment la continuité parce que l'armée camerounaise n'a pas été réformée. Ce n'est pas le sujet ici, mais juste une parenthèse de 4 secondes. C'est la continuité du sujet, hein, parce que c'est pour tout ça que ces résistants-là ont lutté. Oui, non, je faisais allusion à ce que je m'apprête à dire. Je voulais dire. D'accord. C'est pas le sujet, mais j'ouvre une parenthèse de 4 secondes juste pour le dire. C'est pour ça que dans le programme de gouvernance du MRC, on parle de restructurer les forces de l'ordre. Restructurer, ça n'inclut pas seulement le salaire ou l'organisation, la redistribution des postes, ça concerne surtout la logistique mentale, c'est-à-dire le software cognitif des forces de sécurité. On veut la police, c'est-à-dire la chose de tout le monde, police, la cité, police, c'est le synonyme de respublica. C'est-à-dire, le policier est là pour protéger le citoyen. Le policier, en retour, est payé par l'impôt du citoyen, c'est le garde du corps. Je n'ai jamais vu un monde où le garde du corps fait mal à son patron, dont le policier n'a aucune raison de faire du mal aux citoyens. Or, la police au Cameroun a été configurée par l'armée coloniale dans un but précis, en guise d'un pendant colonial pour museler en l'absence du colon. Le système jacobiniste français qui ne s'est jamais détaché de ses colonies d'hier a voulu rester présent à tous les niveaux. L'école qu'on a mise en place était chargée de former des administrateurs coloniaux, le fameux paradigme du sous-préfet qui allait, en l'absence du colon, appliquer la politique demandée par le colon. C'est le système germanique, c'est le système que les Allemands avaient mis en place quand ils ont berné nos rois, en leur faisant signer des papiers absurdes, en mode vous êtes des protectorats, mais dans les faits, on était une colonie allemande. De la même manière que sur le papier, on était sous tutelle, sous administration provisoire franco-britannique, mais dans les faits, on était une colonie britannique parce qu'on avait hérité de tout. Les paradigmes administratifs, les paradigmes culturels, les paradigmes linguistiques, enfin, toute la structure sociale européenne a été implantée chez nous avec tous les inconvénients, mais avec très peu d'avantages. Et la police n'a pas dérogé à cette règle. La police aussi était juste là pour faire justement le travail de l'administrateur colonial. Le colon laisse l'ordre suivant. Si un citoyen tente de lever la tête contre le pouvoir colonial, votre mission est de l'exécuter sans autre forme de procès. Et c'est pour ça que ça a fonctionné de cette manière tout au long. Et c'est pour ça que nous avions toujours un administrateur colonial. Le colonel Jean Lamberton en 1960, il n'a en principe rien à faire au Cameroun. C'est l'indépendance. Mais avant de partir, il laisse justement, une sorte de mémoire macabre où il laisse des ordres, un héritage perfide, en disant aux Camerounais, détestez-vous mutuellement. Vous avez une ethnie parmi vous, les Bamileke. Ils vous prennent tout, vos travails, vos femmes, ils vous prennent tout, même l'air que vous respirez. Donc, ne vous alliez jamais à eux, ce sont des individus dangereux qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. Et j'ai aussi remarqué qu'entre les Bamileke et les Bassa, il y a une grande amitié. J'aimerais dire aux Bassa que les Bamileke ne vous aiment pas beaucoup, parce que quand les Bassa se faisaient tuer, les Bamileke rigolaient et ne pleuraient pas. En fait, il écrit dans une manière où on se pose la question, mais quand tu dis que les Bamileke se faisaient massacrer, qui les massacrait? C'est en fait le pouvoir colonial. Mais il a réussi à torpiller le message en disant aux Bassa, vous devriez plutôt vous en vouloir, vous devriez plutôt vous en prendre à ceux qui n'ont pas pleuré quand on vous a assassiné. Or, c'est lui l'assassin, c'est lui la France qui commet l'assassinat. Donc on ne regarde pas qui a pleuré au deuil ou qui n'a pas pleuré, on regarde plutôt qui a exécuté l'assassinat, tout simplement. Cet enseignement-là dont a été transmis, de la même manière que l'enseignement de la répression a été transmis aux forces de police sous administration française, même après l'indépendance, et c'est pour ça qu'ils ont fait ce travail. La fameuse BMM, la brigade militaire mixte, qui était donc chargée d'éléments des forces de sécurité, d'éléments de forces de police, et des éléments même en civil du service de renseignement,
qui faisait le sale boulot et allait communiquer au gouvernement les allées et venues suspectes des individus qui manifestaient des velléités d'émancipation. Donc c'était ça leur rôle. C'est pour ça que sous Ahidjo, l'assassinat de Ernest de Oumniobé en 58, c'est certes sur ordre de la métropole, mais ce sont des locaux qui justement exécutent l'assassinat. En 1960, Moumié, c'est parce qu'il est à Genève, mais sinon, on l'attendait également de pied ferme au Cameroun. Quelques années plus tard, avec le docteur Castor Ossende Yafana dans le maquis, c'est encore les Camerounais qui appuient sur la gâchette pour l'exécuter. Pareil pour tous les autres. Et le 15 janvier 71, c'est d'abord, c'est le peloton d'exécution camerounais qui appuie sur la détente pour exécuter Ernest Wangé. Et tout ce que les enfants, la famille d'Ernest Wangé racontent, la même chose qui est arrivée à la famille de Oumniobé et aux autres, c'est la continuité, c'est la poursuite de la répression sous d'autres formes. On vous empêche d'avoir une scolarité normale, on vous empêche d'avoir une vie sociale normale, vous devenez des pestiférés, vos noms sont jetés au banc de la société, sont voués aux gémonies. Or, vos noms, vous êtes dépositaires de noms de héros. Mais tellement on a fait une communication négative à l'endroit de vos parents, de ces leaders qui ont combattu, qui ont versé leur sang pour les Camerounais, que vous êtes obligés de vous cacher. Et évidemment, c'est l'administration également qui agissait pour le bien de la métropole contre les intérêts des locaux, des Camerounais en l'occurrence. Donc, je suis Hermine Goum, j'ai besoin de tel dossier, j'ai besoin d'inscrire mon enfant ici, j'ai besoin de tel, je fais un entretien d'embauche à tel endroit, je veux, enfin, tout ce que tu essayes de faire, tu as vraiment le statut de pestiféré dans la société où tu es obligé de vivre sous un prénom, tu es obligé de changer d'identité, littéralement, de devenir quelqu'un d'autre et d'avoir honte de ton héritage, un peu comme les nazis après la chute de Hitler et le début des procès de Nuremberg. Après 1945, c'est dans ce même lot que nous on nous a mis, alors que il n'y a aucune similitude entre les nazis qui voulaient littéralement anéantir le monde et des Camerounais qui se battaient contre des bourreaux qui les privaient de leur droit. Ce Paul Biya, ça a été exactement pareil parce que il y a eu, il n'y a pas eu de deuxième république. La république de Paul Biya, c'est la même république que sous Ahidjo, même s'il a changé les dénominations. Notamment après le fédéralisme, République unique qui devient République du Cameroun, même s'il a changé l'UNC en RDPC en 85, même s'il a modifié en fait la démographie politique, c'est-à-dire les têtes pensantes dans le sérail sous Ahidjo ont été évacuées et Paul Biya a plutôt mis ses proches au propre comme au figuré. Mais ça ne change rien au fait que nous sommes toujours dans la première République. Parce que le mode au pouvoir est resté le même avec une armée qui agit. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, effectivement. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là ce matin, en grande exclusivité pour vous, sentez-vous mais vraiment heureux et chanceux, estimez-vous privilégié.